coupera. All right. Bonjour! Hey! Bienvenue à Gym Poutine! Cet épisode est une présentation d'Aéroform, expert du mouvement humain. Aéroform, c'est un centre d'entraînement qui offre principalement des cours de groupe, mais aussi des entraînements privés et semi-privés. Puis en fait, si tu veux t'entraîner, si tu veux te sentir bien dans ton corps, être en bonne forme physique sans nécessairement être obligé d'avoir les mains en sang, Aéroform est là pour toi. Yeah. Bon épisode! Bon épisode! Bonjour tout le monde, bienvenue à Gym Poutine, deuxième épisode. C'est ici Jacinthe Sicard-Coutu, kinésiologue, copropriétaire du centre d'entraînement Aéroform. Je suis avec Dr Guylaine Cloutier. Moi-même, Guylaine Cloutier, médecin psychiatre. Et coroner. Et coroner. Moi, j'adore toujours le dire parce que ça fait un titre encore plus long. Oui, c'est ça, mais à temps partiel, à temps très, très partiel, c'est temps-ci. Oui. Puis aujourd'hui, en fait, juste pour vous avertir que c'est la deuxième, même presque troisième fois qu'on fait l'enregistrement parce que la première et la deuxième fois, ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas notre Joe aujourd'hui qui est là pour, Non, Joe. pour le son et tout. Joe, on Tu nous s'ennuie. manques. on a voulu faire nos indépendantes, là, puis le laisser tranquille, mais on n'est pas capable. T'es vraiment une force dans l'équipe. Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est parce que Guylaine, qui est avec moi, part pour des vacances dès jeudi. Oui! Je pensais que c'était demain, mais finalement, c'est jeudi. Oui, mais venez pas voler chez nous parce qu'il va y avoir du monde chez nous pareil. C'est ça, hein? Ouais. Puis on donnera pas l'adresse. Non. Puis en fait, là, moi, je voulais faire un épisode avec elle avant qu'elle parte. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, on va y aller avec sa spécialisation, qui est... Ben, en fait, moi, c'est rétablir la santé mentale. Rétablir. Les autres fois là, qu'on avait enregistré, là, j'avais dit, je veux soigner les maladies mentales, mais je trouve ça, je soigne les maladies mentales, mais je rétablis la santé mentale, je trouve que c'est plus positif. Ah, tu vois, on s'améliore à chaque fois. Il y a du oui, positif. c'est ça. Oui. Puis, donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, on va parler du trouble psychiatrique le plus fréquent, finalement, dans le monde entier, c'est la dépression majeure. Exactement, parce que, comme elle vient de dire, ça touche à tout le monde, puis à tout le monde, à beaucoup de monde. Tout le monde est à risque. Puis, on sait qu'avec la pandémie qu'on vient de vivre, qu'on sort tout juste à peine même. Oui, il n'y a pas de vaccin contre la dépression majeure. C'est ça. Il va y avoir un vaccin pour le COVID, ça contre le COVID, fun, mais ouais, c'est ça. Mais on sait que les cas de dépression ont augmenté. Je sais pas, j'ai pas les statistiques là-dessus. Moi non plus. Mais... Moi non plus. Non, c'est ça. Je te le demanderai pas. Non, c'est ça. Puis de toute façon, en fait, on essaie de savoir est-ce que les gens consultent plus, mais en fait, il y a vraiment un problème au niveau de l'accessibilité aux soins, là. Fait qu'on ne sait pas si les gens voudraient consulter plus, c'est ça. Ouais. C'est dur à dire, puis c'est pas tout le monde non plus qui ont les moyens d'aller dans le privé. Non, c'est ça. Puis c'est pas comme les chirurgies, finalement, dans le système de santé, où on sait toujours combien qu'on a de chirurgiens en attente, puis qu'on a tant de chirurgies à reprendre, puis que ça va nous prendre 2 ans. Les consultations en psychiatrie, ben oui, c'est probablement comptabilisé à quelque part, là, mais c'est pas là-dessus qu'on se base, en fait. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a des... On se base là-dessus pour regarder un peu la performance de la psychiatrie au Québec. Et encore là, même, je pense qu'il y a bien des gens qui auraient besoin de consulter, qui vont même pas chercher de l'aide parce qu'ils s'en rendent pas conscients. Ils s'en rendent pas compte, c'est ça. Qui sont malades. Exact. Ouais. Puis là, moi, je me disais, ce qui pourrait être intéressant aussi dans cet épisode-là, c'est d'avoir quelqu'un qui a vécu une dépression pour... avoir des exemples plus concrets de comment ça se passe. Comme on était de dernière minute un petit peu, là, je pensais, dans mon entourage, puis là, je me suis dit, ça peut être moi, parce que moi-même, j'en ai vécu 2 dans le passé. Donc, c'est pas tant que j'adore parler de moi, puis que je voulais à tout prix... dis-le, t'as le droit, tout. Ouais, c'est ça, je suis tellement une belle personne. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, moi, j'étais plus ou moins d'accord quand tu m'en as parlé, parce que je trouvais que c'était comme un peu lourd comme fardeau à porter aussi, tu sais, d'être... de dire que tu avais fait une dépression majeure, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous, ça peut être stigmatisant aussi, là, mais tu sais, je sais que tu veux être comme quelqu'un qui va défricher un peu la trail pour les autres qui vont passer par la suite. C'est ça, parce que je peux en parler maintenant parce que ça va beaucoup mieux, puis je suis capable d'avoir un recul sur tout ce qui s'est passé.
Puis, tu sais, moi, j'ai choisi mon métier de kinésiologue parce que mon plus grand désir dans la vie, c'est d'aider les gens à être bien, tu sais, à être heureux, à être en santé, santé physique et mentale. Les deux sont importants. Donc, je trouvais que ça fitait bien avec ma mission de vie. Puis, fait que je suis prête à me dévoiler. Puis, tu sais, s'il y a des choses que je suis pas à l'aise, j'irai juste pas jusque-là. Puis, c'est tout. Puis, t'étais un bon exemple, je trouvais, par exemple, même si j'étais pas t'es toute d'accord, mais d'un autre côté, tu sais, t'es pas comme le profil type qu'on s'imaginerait qui aurait fait des épisodes dépressifs dans sa vie parce que, bon, écoute, t'es jeune, t'es belle, t'es en forme, t'es tout le temps souriante, t'es propriétaire d'une entreprise, t'as le vent dans les voiles, tu fais des balados, ça c'est ta balado, mais t'as été invité à d'autres balados avant. Ouais. Non, c'est pas pourquoi tu fais des dépressions, tu sais, fait que ça va montrer aux gens en fait que n'importe qui peut faire une dépression là, tu sais. Effectivement, personne n'est à l'abri de Non. ça, puis je pense pas non plus dans les périodes où j'ai vécu des dépressions, je pense pas que c'était évident pour les gens autour de moi. Tu sais, quand moi je continuais à travailler, étant donné que j'étais à mon compte ou j'étais à l'école, tu sais, pendant cette période-là. La première période, c'était à l'école, en fait. La deuxième période, ben, j'étais entrepreneur. C'est plus clair dit comme ça, là. Fait que c'était plus dur, tu sais, d'arrêter, d'être en arrêt de travail ou peu importe. Mais, tu sais, moi, je voulais pas faire subir mon état dépressif à ma clientèle. Puis je pense pas que ça aurait été bon non plus. Mais je trouve ça pertinent maintenant d'en parler parce que je vois bien que dans ma clientèle, il y en a qui vivent des situations semblables, puis de comprendre que même si je suis la personne qui intervient auprès d'eux autres, ben non, ça fait pas de moi une personne parfaite, puis ça fait de moi un être humain qui vit des émotions comme tout le monde, puis justement, ça rend plus normal de vivre des émotions négatives. Ouais. L'autre précision que je voulais apporter aussi, c'est, ben, tu sais, oui, tu as pu continuer à travailler pendant ton épisode dépressif majeur, mais c'est quand même pas tout le monde. Je veux juste mettre une petite bémol. Oui. Je ne sais pas si c'était majeur. Je sais que j'ai vécu une dépression. Oui. Ben, en fait, on va faire le diagnostic ensemble. Ah oui? Oui, on va faire le diagnostic ensemble parce que, tu sais, bon, on va profiter pour dire c'est quoi les critères diagnostiques. Donc, il faut avoir un des deux critères qui est, pour commencer à parler de dépression majeure. Donc, modification soutenue de l'humeur ou perte d'intérêt ou de plaisir dans la vie pendant au moins 2 semaines. Clairement, puis beaucoup plus que 2 semaines. OK. Bon, fait que ça, on part de ça. Après ça, est-ce que tu avais un problème de sommeil? Oui, je dormais plus. OK. Est-ce que tu avais un problème d'appétit? Augmentation ou diminution? Oui, ben c'était pas régulier. Oui, mais tu avais des changements. Oui. Est-ce que tu avais des changements au niveau de ta capacité d'attention, de concentration durant cette période-là? Ben là, j'ai un TDA, fait que c'est sûr. C'est sûr que oui. Puis oui, j'étais plus dans la lune encore. Plus de difficultés à me motiver, donc plus de difficultés à me concentrer. OK. Ouais. Fait que tu vois, il y a 9 critères dans la dépression majeure. Ça en prend 5. Pour poser un diagnostic de dépression majeure, on en a déjà 5. OK. Oui. OK. Les autres, en fait, c'est tendance à se dévaloriser, culpabilisation excessive. Culpabilité, oui, vraiment beaucoup. C'est ça. Ouais. Bon, dévalorisation excessive aussi, qui peut faire partie. Perte de libido, donc l'appétit sexuel qui est diminué. OK. Puis, il y a des idées suicidaires aussi. Donc, on fait pas mal le tour des 9 critères diagnostiques. Donc, à partir du moment où on a 5 critères, ben, on parle de dépression majeure pendant plus que 2 semaines. La dépression mineure, écoute, je pose pas vraiment souvent ce diagnostic-là. Là, c'est un peu... je trouve un peu superflu le diagnostic, mais je pense que c'est moins de 2 semaines ou c'est moins de 5 critères. C'est parce qu'à un moment donné, c'est déjà assez difficile de faire le diagnostic ou la différence entre, mettons, un trouble d'adaptation, donc une réaction un peu anormalement excessive à un stresseur qu'on vit, versus une dépression majeure carrément suite au stresseur qu'on a vécu, versus une dépression mineure, versus, tu sais, écoute, ou une réaction normale. Ça devient compliqué. Écoute, ça devient compliqué. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, mettons, entre psychiatres, tu sais, par rapport à la façon dont on pose les diagnostics, tu sais, le diagnostic de dépression majeure, c'est le diagnostic pour lequel on a le moins de...
comment dire ça, de fiabilité inter-psychiatre. Fait que si, mettons, moi, je vois une dépression majeure, je pose un diagnostic, ben, il y a un de mes collègues un collègue sur 3 qui va poser le même diagnostic que moi. D'autres vont poser un diagnostic de trouble d'adaptation, de trouble de personnalité ou de réaction au stress qui va être normal. Fait que c'est le diagnostic sur lequel on s'entend le moins de la dépression majeure en psychiatrie. Quelqu'un qui a une schizophrénie, c'est assez clair, il y a des symptômes psychotiques, tout ça. Quelqu'un qui est en épisode de maniaque dans un trouble bipolaire, quelqu'un qui dépense, qui s'est acheté un hélicoptère, c'est plus évident, là. Qui se prend pour Dieu, c'est plus évident. Une dépression majeure, il y a vraiment une espèce de spectre là, entre ce qui est normal comme réaction, ce qui est un peu anormal, un peu plus sévère, puis qui mériterait un traitement, versus, bon, c'est sûr qu'une dépression majeure, la personne est complètement mélancolique, couchée dans son lit, elle sort plus. Ben là, une personne, j'imagine une personne qui est suicidaire, automatiquement, c'est... Non, pas nécessairement, parce qu'on peut avoir des idées suicidaires avec d'autres diagnostics. Fait qu'il y a des gens, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, dans un des diagnostics dont on entend souvent parler, c'est le trouble de personnalité borderline. Le trouble de personnalité limite aussi, c'est un synonyme, TPL, c'est ça. Fait qu'un des critères diagnostiques, c'est d'avoir des idées suicidaires de façon récurrente. OK, je savais aussi à l'intérieur de ce diagnostic-là. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Donc, c'est pas nécessairement automatiquement... Ça, c'est intéressant, le trouble de personnalité limite. Ça vaudrait peut-être la peine un épisode complet. Moi, je pense que oui. En fait, si on a beaucoup de demandes, vous pouvez nous demander des sujets aussi. Oui, ce qui vous intéresse. Oui, c'est ça. Puis, c'est probablement qu'en un épisode, on ne peut pas tout couvrir non plus. Non, c'est ça. La santé mentale. Puis, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Oui, j'imagine. Fait que là, qu'est-ce qu'on dit? On disait que l'intensité de la dépression majeure, c'est ça. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de continuer à travailler pendant un épisode dépressif. C'est pas tout le monde qui est capable de camoufler ses symptômes non plus pendant un épisode dépressif. Fait qu'on peut pas toujours choisir de ne pas faire subir à son entourage ces symptômes. Puis c'est tricky parce que moi, je pense que même si j'avais été rendue à vouloir mourir, je pense que encore là, je l'aurais pas fait subir à mon entourage. Parce que c'est vraiment dans ma personnalité, c'est dans mes valeurs profondes de vouloir faire du bien aux autres. Fait que, de pas vouloir les inquiéter, par exemple? Ben, non, attends, ça dépend. Mes amis proches, eux autres, je vais me confier, là, tu sais, je vais être à l'aise de pleurer devant eux autres, puis je vais prendre ce qu'ils ont à me dire, puis ça va. Mais je veux dire, si je suis marabout, par exemple, ben, je ferai pas subir que je suis marabout aux autres. Tu sais, soit je vais rester chez nous, ou je vais me forcer, tu sais. Il y a comme quelque chose... puis je tolère tellement mal les émotions négatives. Ça devient... C'est pas tolérable, là. Je sais pas comment ça s'explique, là, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment pas bien avec les émotions négatives, même si c'est normal puis que c'est ça, être un être humain, là, on en vit aussi. Puis même si mon cerveau, il le sait, tout ça, mais on dirait que le côté émotif, je suis pas capable de l'assimiler. Puis, c'est comme tout de suite, il faut que j'essaie d'aller mieux. OK. Puis là, tantôt, on parlait d'évitement. Je sais pas si ça, c'est de l'évitement. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ben pas nécessairement. Mais ça dépend aussi là, de c'est quoi les fondements de ça, de ce comportement-là aussi. Mais ça pourrait même être un facteur de protection. De dire, écoute, je me mets tout de suite en action si je vois que j'ai des symptômes dépressifs. Donc, je fais tout ce que je peux pour rester bien. Ça ne veut pas dire nécessairement d'aller jusqu'à pas vouloir se poser des questions. Non, c'est vrai, c'est pas de l'évitement. Parce qu'au contraire, tu sais, je suis allée chercher de l'aide, puis quand tu vas chercher de l'aide, tu creuses le problème. Ben, c'est ça, oui. Mais c'est juste que je voulais pas qu'on donne l'impression aux gens que tout le monde peut le gérer de cette façon-là. Non, absolument pas. Pour pas que des gens puissent se juger négativement, mais dire comment ça se fait qu'elle a réussi, tu sais, puis que moi, je réussis pas, puis que je le fais subir à mon entourage. C'était plus ça. C'est ça, puis ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça appartient à mon trait de personnalité plus que... tu sais, plus que ça devrait être de même, là. C'est ça. Donc, il y a autant de façons d'être déprimé que de type de personnalité. C'est ça. Finalement. Puis c'est ça qui rend ça aussi difficile au niveau du diagnostic. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont se victimiser plus facilement dans la vie. Il y a des gens qui vont être de mauvaise humeur plus facilement. Il y a des gens qui vont être négatifs plus facilement. Il y en a qui vont interpréter de façon un petit peu plus paranoïde tout ce qui se passe dans leur vie. Ils vont toujours se sentir visés. Fait que c'est sûr que ces gens-là,
ben ça leur crée plus de stress en général aussi, puis ils vont vivre leur dépression un peu de cette façon-là aussi, là. Ouais. Est-ce que ça l'amplifie un peu, ces traits de personnalité-là? Moi, je pense que oui. La dépression, en fait, des fois, peut faire croire, finalement, parce que, tu sais, quand on est un médecin, psychiatre, on n'a jamais vu le patient, on ne le connaît pas, c'est pas comme un médecin de famille qui connaît son patient, en général, depuis plusieurs années. Okay. Un médecin psychiatre qui voit un patient pour la première fois peut avoir l'impression, finalement, à cause de la régression au niveau de la personnalité qui est provoquée par la dépression, peut avoir l'impression que le patient, il est de même, c'est sa personnalité, puis c'est pas la dépression qui le rend comme ça. Okay. C'est pas toujours facile de faire la différence. Donc, en fait, faire la différence, c'est d'être capable d'aller voir dans l'histoire personnelle de vie de la personne. Mais tu sais, quand la personne est déprimée, des fois, elle va te faire une histoire de vie qui va être teintée négativement. Aussi. Fait que c'est d'aller chercher l'information auprès des tiers, là, les parents, les amis, tout ça. Mais tu sais, quand tu es dans un contexte d'urgence, par exemple, c'est pas toujours fait. Fait que, tu sais, des fois, ça augmente la complexité du diagnostic. Il faut faire attention. On est dépersonnalisé un petit peu parce que, tu sais, t'as parlé de victimisation, puis ça m'a fait réaliser que, tu sais, tu me connais, je suis pas une personne victime dans la vie, là. On a grandi sur une ferme où est-ce qu'il fallait être très responsable, puis en mode solution tout le temps, puis ça fait partie de ma personnalité, de me responsabiliser, puis de pas être en mode victime. Même que c'est un de mes enjeux, là, quand j'ai des personnes victimes devant moi, ça vient me chercher, puis je suis comme, responsabilise-toi. Mais je n'ai pas dû les aider, genre. Ben, j'ai envie de les aider, mais je me sens impuissante. OK. Parce qu'ils sont dans un mode difficile à briser, là. J'ai peut-être pas les bons termes, là, mais puis je me rappelle, tu sais, dans mes séances d'art-thérapie, parce que moi, c'est beaucoup l'art-thérapie qui m'a aidée, avec mon intervenante, je disais, tu sais, il m'arrive ça, puis je m'écoutais parler, puis j'étais comme, ailleurs, je me sens vraiment comme une victime en ce moment, puis j'ai l'impression de parler comme une victime, puis alors que ma tête sait très bien qu'il y a des gens qui font bien plus pitié que moi, puis fait que, oui, tu sais, il y a comme, c'est pas ma personnalité, mais il y a quelque chose comme ça qui est ressorti pareil. On a l'impression que tous les astres s'alignent, là, tu sais, vraiment pour nous punir. C'est ça, ou qu'il y a un nuage de pluie là, qui est au-dessus de notre tête, là, puis qui nous suit partout. Là. C'est souvent l'impression que les gens déprimés ont. Là. Puis t'oublies, tu vois plus le positif. Même si c'est pas dans la personnalité de base. Là. C'est ça. Fait que oui, il y a comme une dépersonnalisation. Tu sais, comme, c'est pas tout à fait le terme dépersonnalisation. Je sais pas si ça se dit. Non, oui, ça se dit, mais c'est pas la dépersonnalisation. En fait, c'est un symptôme dissociatif, ça aussi. OK. C'est ça. Mais donc, une modification de la personnalité, c'est plus une régression de la personnalité. C'est comme si notre personnalité devient moins mature, tu sais, régresse, recule au niveau de notre stade de développement. On utilise des mécanismes de défense un peu plus immatures que ce qu'on fait habituellement, parce qu'on a moins d'énergie mentale aussi, là. Fait qu'on va avec des affaires, c'est de la faute à lui, puis on n'a plus le goût de se responsabiliser parce qu'on est tellement fatigué. Ça demande du jus, là, se responsabiliser. C'est ça, puis on n'a plus non plus les fonctions cognitives aussi aiguisées qu'en temps normal, quand on est en état dépressif aussi. Fait que c'est sûr que le processus de réflexion est moins sophistiqué aussi que quand on est vraiment bien. Fait qu'on va au plus vite. On fait vraiment comme des... Puis finalement, c'est de pire en pire quand on fait ça, là. Fait que c'est dur, faut comme briser un peu la roue, puis repartir de l'autre bord. Fait que ça demande, c'est ça, ça demande de l'aide. C'est pour ça que, c'est pour ça que des fois, les gens qui sont en dépression majeure, assez sévère, mettons comme, il y a léger, modéré, sévère, mais bon. Mais modéré à sévère, des fois, on ne peut pas les envoyer en psychothérapie tout de suite pour qu'ils fassent du travail vraiment en profondeur. Oui, la psychothérapie du sport, on va leur expliquer c'est quoi la dépression majeure, il faut que ça fasse sens un peu ce qui est en train de se produire dans leur vie, là, dans leur cerveau, dans leur comportement. Mais souvent, on va attendre qu'ils soient un petit peu mieux avant d'aller un peu plus loin au niveau de la psychothérapie, parce que de toute façon, ils ne sont pas capables de comprendre, d'assimiler. Ils ne sont pas disponibles à ça. Ils n'ont plus de cerveau. Là. On dirait que les connexions ne fonctionnent plus non plus. Fait que, dans ces dépressions-là, on va utiliser soit la médication, soit pour les faire dormir, soit un antidépresseur carrément, puis on va aller mettre en place, moi j'aime bien mettre en place aussi de l'activité physique, de la kinésiologie, bien que, il y a plusieurs études, c'est pas encore dans les recommandations formellement, mais de plus en plus, moi je le vois de plus en plus dans les rapports
de mes collègues experts là, qui recommandent la kiné, l'ergothérapie aussi. Là, le pour, service multidisciplinaire. Ouais, c'est ça, vraiment pour structurer un peu plus, permettre à la personne de rester dans une routine, puis c'est ça, activer tous les mécanismes endogènes, antidépresseurs avec l'activité physique. C'est souvent ce qui fonctionne bien, puis ça aide aussi la kiné, l'activité physique à diminuer l'anxiété qui peut être très présente chez certains, dans certains tableaux dépressifs. Puis tu sais, autant que de votre côté, c'est pas encore là, mais de plus en plus, que du côté de la kinésiologie, nous, quand on abordait la dépression, tu sais, c'est évident là, pour les kinésiologues qu'il faut que l'activité physique, ça fasse partie de la recette du traitement. L'activité physique combinée à la médication, puis la consultation aussi. Ouais. Puis tu sais, même si on allait plus loin que ça, moi je pense qu'on devrait vraiment être dans l'approche de prévention primaire, puis qu'on devrait vraiment accentuer au niveau du système de santé québécois à la prévention des maladies. Puis je pense que les habitudes de vie, l'alimentation, l'activité physique, ça devrait être quelque chose dans lequel on investirait beaucoup. On investit beaucoup plus dans le traitement de la santé que dans la prévention. Tout à fait, c'est ça. Parce que tu sais, si les gens, au moment où ils tombent en dépression majeure, avaient déjà les habitudes de faire de l'activité physique, avaient déjà des habitudes de manger de façon équilibrée avec le régime méditerranéen, manger moins de glucides. Là, on arrive avec une dépression majeure, les gens sont vraiment pas en forme, on a des difficultés de motivation, on a des difficultés à comprendre, à retenir les choses. Puis là, en plus, il faut qu'ils fassent tous ces changements-là. En plus, on leur dit maintenant qu'il faut maigrir parce qu'on sait que l'obésité est associée à une moins bonne réponse au traitement antidépresseur. Je viens de recevoir un courriel, malgré que j'avais éteint mon mail. J'ai juste peur que ça l'arrêtait d'enregistrer. Non, c'est ça. Fait que, donc, on leur dit en plus qu'il faut maigrir parce qu'ils vont moins bien... Bon, on leur dit pas ça la première fois que là, on les voit, mais... Ah ouais, maigrir. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, la composante inflammatoire de l'obésité, finalement, s'ajoute à la composante d'inflammation aussi de la dépression majeure. Puis là, ça rend le traitement moins efficace. Fait que là, c'est pas juste que les habitudes sont pas bonnes, c'est que l'obésité est en lien avec l'inflammation. Est en lien avec l'inflammation, c'est ça. Puis l'obésité aussi va contribuer, là, c'est ça, je citais une conférence, Dr. McIntyre, un psychiatre de Toronto en fin de semaine, qui disait en fait qu'il y avait les mêmes troubles cognitifs chez quelqu'un qui est obèse, non déprimé, que chez quelqu'un qui est en dépression majeure. Ah, ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, de plus en plus, on voit vraiment qu'il y a, il y a un chevauchement de différentes conditions médicales et psychiatriques qui viennent juste comme amplifier les symptômes les uns avec les autres. C'est comme si on est tellement dénaturé avec la sédentarité, l'automatisation de tout. On passe nos journées assis à travailler. Ça nous facilite la vie, mais finalement, pas tant. Ça cause des problèmes, des bombes à retardement, finalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Ouais. Puis, c'est ça, on voit les impacts au niveau physique, puis finalement, au niveau du cerveau aussi, de cette sédentarité. Oui, mais c'est systémique, finalement. Oui. Tout ensemble. Oui. Je voulais te demander, là, tu sais, comme on a parlé des personnes obèses qui sont plus à risque, mais y a-tu d'autres particularités d'autres facteurs de risque, facteurs de prédisposants à la dépression majeure? Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours l'hérédité. Hein? Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on regarde. Souvent, c'est un peu tabou dans la famille. Là. Tu sais, quand je demande, il y en a tout dans votre famille qui ont fait des épisodes dépressifs. Ils savent pas tant, hein? Ils savent pas tant. Ils n'ont pas posé. Ben, tu sais, c'est sûr que tu ne te vantes pas nécessairement. Ben, malgré qu'on devrait le dire. Parce qu'on dit, oui, mon père a fait une crise cardiaque, mon grand-père est mort d'un AVC, tout ça. Mais ma grand-mère était placée, elle a été hospitalisée en psychiatrie. Tu sais, c'est ça. On parle des maladies physiques pas mal plus. Oui, beaucoup plus facilement, c'est ça. Fait que c'est sûr que la génétique, c'est vraiment important. Fait que, tu sais, tant qu'à passer les messages, peut-être qu'après la balado, vous pourrez parler à vos parents. Puis vraiment comme plus se dévoiler un peu, oui, mais ton oncle a un trouble anxieux, fait ci, fait ça, tu sais, ou ta tante a fait une dépression postpartum, moi-même j'en ai fait une, tu sais, il y a des choses en fait qui peuvent être intéressantes à discuter aussi autour de ça, là, tu sais, ça explique beaucoup d'affaires aussi. Fait que l'hérédité, c'est sûr qu'il y a beaucoup de maladies physiques en fait qui sont associées à une augmentation du risque. Là, je m'étais pris ma petite diapo là. Mais tu sais, comme on voyait, l'obésité on en avait parlé, mais par exemple les gens qui ont des maladies de Parkinson, les gens migraineux. Les gens qui ont des maladies de Parkinson ou migraineux sont plus à risque de développer des dépressions. Des dépressifs, oui, c'est ça. Puis tu disais tantôt
Les gens qui sont, tantôt, dans la première fois qu'on a tourné l'épisode, oui, c'est ça, hein? tu disais que l'inverse aussi, là, les gens qui ont été longtemps dépressifs sont Ah, plus les à gens risque qui ont fait, oui, les gens qui ont fait plusieurs... Non, c'était Ah, non, l'Alzheimer. c'est l'Alzheimer, c'est Ouais, ça. Les c'est épisodes l'Alzheimer. dépressifs récurrents, c'est ça augmente le facteur de risque pour développer un Alzheimer OK. à cause des problèmes neurobiologiques, des séquelles neurobiologiques qui s'entraînent. Mais tu sais, aussi, l'autre chose, c'est quelqu'un qui a déjà fait un épisode dépressif, et plus à risque un premier, et plus à risque d'en faire un deuxième. Si t'en as déjà fait 2, t'es plus à risque d'en faire un troisième. Si t'en as déjà fait 3, t'es plus à risque d'en faire un quatrième. Puis, qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait que t'es plus à risque quand t'en as déjà fait un? Ben, encore là, c'est des mécanismes neurobiologiques. On pense que... il y a différentes hypothèses, mais il y avait une des hypothèses, entre autres, dans le passé, qui était un mécanisme, ça s'appelle le kindling, mais tu sais, c'est comme en épilepsie, là, tu sais, c'est comme si le seuil de déclenchement de la dépression majeure est abaissé. Quand tu fais une dépression majeure, tu as une plus grande fragilité au stress. Fait que c'est comme si la première fois que tu as fait la dépression, il y a eu des changements dans le cerveau qui ont abaissé ton seuil. Ben, c'est ça. Il y a un présentateur aux États-Unis, c'est Dr. Stahl, en fait. Lui, quand il a fait toute une espèce d'imagerie associée à toutes ses présentations sur toutes les pathologies, mais quand il parle de dépression majeure, d'épisodes successifs, lui, il compare ça à un pont. Un pont, finalement, qui perd un de ses piliers. Premier épisode dépressif, il y a un pilier qui est comme un petit peu magané. Deuxième épisode dépressif, il commence à avoir des craques dans l'asphalte. Troisième épisode dépressif, c'est ça. Puis, dépendamment de la lourdeur des voitures ou peu importe, des camions qui passent sur le pont, mais c'est plus des gros stresseurs parce qu'il y a toujours une interaction aussi, là. Mais c'est sûr qu'un pont qui est comme sur le bord de s'écrouler, là, ça y prend pas, même pas une auto qui va passer dessus, il va s'écrouler instantanément. Okay. La même chose pour un épisode dépressif majeur, tu sais. Après 3-4 épisodes, des fois, les gens peuvent tomber en dépression majeure sans aucun stresseur particulier. Là. OK. Ouais. C'est pas rien de bien grave. Rien de bien grave, c'est ça. Puis pouf, ils retombent en dépression majeure. Puis encore là, les vitesses d'installation de maladie peuvent être variables selon chaque individu. Il y en a qui tombent en dépression en une journée, il y en a qui ça prend une semaine, il y en a qui sur des mois que ça s'installe. Puis ça, est-ce que tu parles des gens qui n'ont pas été traités? Non, les gens traités, les gens traités, c'est ça. Puis y a-tu un moyen de... C'est-tu irréversible? C'est-tu comme cristallisé dans le cerveau ou il y a moyen comme de je sais pas, reconstruire des chemins neuronaux? Je connais pas le cerveau autant que ça. En fait, c'est de la neurorégénérescence finalement, parce qu'on sait en fait que dans la dépression majeure, en fait, l'hypothèse, puis ça a été mesuré aussi par des scans du cerveau, que les gens qui sont en dépression majeure, plus longtemps sont en dépression majeure, plus il y a des morts neuronales. Puis on le mesure au niveau d'une structure qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est pas dans la mer, c'est une structure du cerveau, qui est centrale au niveau du cerveau. Puis à côté de l'étoile? À côté de l'étoile, c'est ça. Puis il y en a 2 hippocampes. C'est vrai? Oui. OK. De chaque côté du je me rappelle plus de mes cours de bio, cerveau, mais... c'est ça. L'hippocampe diminue de volume. Plus l'épisode dépressif se prolonge, puis ça, on peut traiter des patients, mais on sait qu'il y a à peu près 65% des patients qui vont entrer en rémission partielle de la dépression majeure. Je fais juste me rappeler, l'hippocampe est responsable de quoi? Il est responsable de la mémoire. C'est la même structure qui est atteinte en Alzheimer aussi. OK. Oui, c'est ça. Principalement, c'est ça, de la mémoire, la mémoire long terme. OK. Ouais. Pour le reste, là, moi aussi, je n'étais pas très... c'est tellement complexe. Il y a plusieurs fonctions. Mais c'est ça. Donc, on le voit au niveau de l'hippocampe, mais on sait qu'au niveau de l'hippocampe, il y a des neurones qui ont une capacité de se régénérer. Quand j'ai terminé mes études de médecine là, et de spécialisation en 2001, là, ce que j'avais appris, c'est que quand on avait un neurone qui mourait, c'était fini. Il n'y en avait plus d'autres. Ça ne repoussait pas les neurones. T'es fait. Mais dans les années d'après, on a vu qu'il y avait vraiment une régénérescence neuronale qui était possible. OK. Ouais. Puis on sait en fait qu'un traitement antidépresseur peut entraîner une régénérescence neuronale au niveau de l'hippocampe. On peut mesurer, puis on peut avoir vraiment comme une augmentation du volume. Mais tu sais, c'est sûr qu'on ne fait pas des scans à tout le monde, tu sais, avant, mettons, d'être en dépression, quand ils sont en dépression. Puis après ça, une fois qu'ils sont traités avec les antidépresseurs, on ne mesure pas, c'est ça. Fait que c'est sûr que la façon dont on le mesure, tu sais, les psychiatres ou les médecins de famille, c'est vraiment cliniquement. Donc, cliniquement, est-ce que le patient est revenu 100% fonctionnel comparativement à avant la dépression? T'sais? OK. Ça nous dit que probablement, on ne sait pas, même pas, mais il y a peut-être un indice qu'il y a une augmentation du volume de l'hippocampe. Okay. C'est pour ça aussi qu'en dépression majeure, mettons après un premier épisode dépressif, on veut que les gens continuent leur antidépresseur pendant 6 mois à 12 mois
à partir du moment où ils sont en rémission complète et fonctionnelle. Il ne reste plus aucun symptôme de dépression. Pour justement permettre cette phase-là de prévention de la rechute, de régénérescence neuronale. De vraiment bien intégrer. Oui, c'est ça. Même parallèle, tu sais, que mettons pour le traitement de la sinusite, là, on dit, mais faut que tu prennes des antibiotiques 14 jours. Si tu arrêtes avant 14 jours, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, c'est ça, même si... Tu peux te réinfecter. Ah, ben, Rourou, le chat. C'est Rourou, mon petit chat. Tu peux te réinfecter, c'est ça. Fait que le traitement antidépresseur, c'est que tu peux redévelopper des symptômes dépressifs. OK. Si tu arrêtes le traitement, mettons, avant la période recommandée, bon. Toutou, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta dire, Rourou? D'habitude, elle ne parle pas vraiment, mais bon. Oui, c'est vrai. C'est ça. Après un deuxième épisode dépressif, là, c'est 2 ans qu'il faut continuer le traitement à partir de l'atteinte de la rémission fonctionnelle et complète. À partir d'un troisième épisode dépressif, c'est 5 ans ou à vie. Hey, c'est fou, hein? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans notre deuxième épisode, qui n'est pas enregistré, finalement, tu sais, on se disait, est-ce que... voyons, c'est ma chaise qui recule. Est-ce que on peut arrêter les antidépresseurs quand même avant? Moi, ça arrive régulièrement que les patients me disent, ben là, 5 ans, c'est long, ça me tente pas de prendre ça tout le temps. Puis, tu sais, il y a quand même des effets secondaires avec les antidépresseurs aussi, là. Fait que, tu sais, quand les gens ont mis en place des facteurs de protection, activité physique, alimentation, ils ont perdu du poids, ils ont fait de la psychothérapie, gèrent beaucoup mieux leur stress qu'avant, tu sais, on peut essayer de diminuer le traitement. Dans une première partie, on diminue le traitement antidépresseur, puis là, on voit ce qui se passe, tu sais. Si ça tient la route, ben on peut essayer de le cesser complètement, le traitement antidépresseur, dans une dépression majeure unipolaire, là, je parle. OK. Dans le trouble unipolaire. Bipolaire, c'est d'autres choses. On peut unipolaire, c'est une que dépression. Les gens font juste des dépressions. Comme on connaît. Oui, c'est ça. Okay. Ils ne font pas de high. Ils font juste des dépressions. OK. Fait que, on peut essayer de l'arrêter, mais il faut continuer le suivi quand même. Il faut que la personne sache quels sont les symptômes qui vont annoncer une rechute. Puis dès qu'on annonce une rechute, parce qu'il y a un symptôme qui apparaît à ce moment-là, il faut reprendre le traitement ou il faut essayer de corriger. Fait qu'il faut garder quand même le contact avec le patient. OK. Même s'il arrête la médication. Donc, le patient peut nous recontacter. Fait qu'il faut vraiment être à l'affût parce que le patient, tu sais, lui, quand il pense qu'il va mieux, il est convaincu probablement. Ah, il y en a, oui. Ça reviendra j'ai plus de ça. Puis souvent, ils sont même plus ou moins convaincus, en fait, que la médication a fait quelque chose. Ou des fois, ils ont raison parce que la médication a comme fait juste à moitié quelque chose parce qu'elle n'a pas été ajustée de façon optimale. Parce que dans les études aussi, on disait souvent qu'il y avait juste un patient sur 5 qui recevait un traitement adéquat pour sa dépression majeure. Tu sais, moi, quand je fais des expertises, là, je vois souvent, c'est pas des expertises en Abitibi, là, ça peut être des expertises partout à travers le Québec. Tu sais, il y a des gens qui ont eu un traitement antidépresseur pour toutes sortes de raisons. En fait, la dose de l'antidépresseur n'a pas été augmentée jusqu'à la dose optimale. Ou c'était pas au niveau des bonnes hormones, peut-être? Ben, ils n'ont pas eu différents essais d'antidépresseurs qui ont des mécanismes d'action différents non plus, ou ils ont juste eu, mettons, comme 2 essais antidépresseurs, ça n'a pas fonctionné. Puis là, je me dis, ben, c'est ça, moi aussi. Là, si je prenais un médicament qui me donne des effets secondaires puis ça ne marche pas, je voudrais l'arrêter. Oui, c'est ça. Tu ne vois pas le positif. Non, c'est ça. Fait que... Mais, tu sais, c'est pour ça qu'on fait la balado aussi, pour sensibiliser les gens au fait qu'il faut guérir la dépression, parce que ça peut donner des conséquences, en fait, à long terme. Bon, par exemple, l'Alzheimer, mais tu sais, c'est pas 100%. C'est pas parce qu'on a fait 2, 3 épisodes dépressifs, 4 épisodes dépressifs qu'on va développer une maladie d'Alzheimer. Mais tu sais... C'est plus à risque. C'est plus à risque, c'est ça. C'est plus à risque, puis plus on attend, plus ça devient difficile à traiter. C'est irréversible. Oui, ça peut devenir même irréversible. On peut garder des séquelles. Souvent, c'est des séquelles cognitives, donc au niveau de la concentration, de l'attention, au niveau du sommeil, aussi puis au niveau de l'énergie, ce qui ne revient pas. Déjà, après 6 mois de symptômes dépressifs là, qui sont persistants chez quelqu'un, là, ben, on a 50% moins de chances de guérir de l'épisode dépressif quand on laisse les symptômes 6 mois. Si on les laisse là 1 an... Ça doit être fréquent là, que des gens vivent ça pendant 6 mois en étant... Traité ou pas traité. Je vais dire dans le déni ou en pensant juste que c'est pas une dépression. Oui, c'est ça. Ça prend des fois, ça prend 6 mois parce que tu te dis, ben, écoute, je suis fatiguée, je vais me reposer, je vais prendre des vacances. Tu sais, les gens vont être vraiment dans un mode solution. Puis au bout de 6 mois, ils vont dire, je suis encore de même. Je suis encore de même, je vais aller consulter. Ça fait déjà 6 mois. Fait que, il y a comme une urgence, en fait. Parce que, puis c'est vrai que c'est pas juste de régler les problèmes parce que, tu sais, moi, je me souviens que dans mes consultations pendant... on s'entend, là, moi, ce qui a marché, à la base, j'étais déjà active. J'avais déjà des bonnes habitudes alimentaires. Je faisais déjà tout ce que je pouvais
dans le à côté. Oui, le non-pharmaco, le bon habitude de vie. Ouais. C'est ça. Puis, dans mes consultations, à un moment donné, je dis à ma thérapeute, mais il me semble que tout va bien, mais je me sens morte, tu sais, il y a quelque chose, là, je me sens pas vivante comme normalement, puis je suis pas capable d'expliquer pourquoi. Fait que c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre de la médication, parce que je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau sur quoi j'ai pas tant de contrôle, puis que j'ai fait tout ce que je pouvais à côté, puis que je continue à faire parce que c'est le maintien aussi, là. Puis c'est ça. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre la médication, puis qui m'a aidée. Tu sais, je pense que ça l'a fait la petite coche de différence pour vivre pleinement, je vais dire, là, plus ressentir les bonnes émotions aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, là, tu vis les émotions négatives fortes, puis les émotions positives, il y en a plus beaucoup. Ils pourraient être là, mais elles sont comme pas fortes. Ils sont atténués, hein. C'est ça, on les ressent pas, non, on dirait. C'est ça. Puis ça, c'est tu sais, il y avait le critère de l'humeur, mais il y avait le critère de la perte d'intérêt ou de la diminution, finalement, des sensations agréables. Tu sais, ce qu'on appelle l'anédonie, là. C'est ça. La capacité hédonique, c'est la capacité d'avoir du plaisir dans la vie, mais c'est un peu, c'est éteint. Des fois, c'est éteint complètement. C'est le mot que je disais. Je me sens éteinte, puis ça me ressemble pas, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui mord dans la vie, puis j'aime ça tout essayer, puis tu sais, je jouais plus de guitare, puis j'ai... Toute les aspects liés aux récompenses ou à l'anticipation du plaisir, c'est très, très atteint dans la dépression majeure aussi. Fait que, tu sais, j'avais une de mes patientes qui me disait « J'ai pas le petit fun, là. » Il manque de quoi, là? Il manque le petit fun, c'est ça. Puis des fois aussi, il y a des antidépresseurs qui éteignent encore plus ça. Fait que des fois, il y a des gens qui s'améliorent beaucoup sur tous les autres niveaux avec les antidépresseurs, mais ils ont vraiment comme cet aspect-là qui reste là. Fait que dans ce temps-là, il faut se poser la question, est-ce que c'est l'antidépresseur qui provoque ça? C'est un bon point, parce que la première, j'ai pris des antidépresseurs 2 fois dans ma vie, là, les 2 moments où est-ce que je parlais à l'université, puis avec le aéroforme, là, quand on a acheté. Puis la première fois, le médecin, il m'a prescrit une sorte de médicament, une sorte d'antidépresseur, que on dirait je me sentais encore plus morte, là. Mais je me disais, pour d'autres personnes qui ont trop des grosses sautes d'humeur, peut-être, là, eux autres, ça doit les ramener comme un peu plus neutres. Mais là, moi, c'était pas ça, là. Je pense que c'était pas la bonne affaire. Puis je les avais arrêtés à ce moment-là, mais j'avais fait tellement d'autres choses à côté, puis j'avais fini mes études, fait que ça avait mais repris. Comme médecin, on n'a pas encore de façon de faire de façon logique et rationnelle de faire un choix d'antidépresseur. Non, c'est ça. On peut commencer par n'importe lequel. Finalement, peu importe le tableau symptomatique du patient, parce que tu disais, ben, si mettons, on a un patient qui a des émotions fortes, ben, c'est pas clair. Désolé, je ne peux pas appeler les services d'urgence depuis cet appareil. Ça, c'est mon iPad. C'est Siri qui nous écoute. On parle de dépression puis de suicide. Mais il ne peut pas appeler les urgences. Non, bon, on a plein d'aventures. Pas à Siri. On a plein d'aventures. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'on n'a pas de critères par rapport au patient. C'est pas un patient, mettons, qui est plus irritable ou qui est plus... on va lui donner tel antidépresseur, quelqu'un qui est plus triste, on va lui donner tel autre antidépresseur. Non, fait qu'en réalité, il y aurait juste... On y va vraiment selon les profils d'effets secondaires les plus favorables. C'est ça, fait que la personne qui est en dépression, c'est pas parce que les premiers médicaments ils ont pas bien fonctionné que le prochain, il fonctionnera pas bien. Là. Fait que, tu sais, en général, on dit un patient sur 3 va présenter une amélioration avec le premier antidépresseur. OK. Tu sais, quand on va avoir atteint la dose que ça lui prend. Si le premier antidépresseur, finalement, on a atteint la dose maximale puis que ça ne fonctionne pas, bien là, on va essayer un deuxième antidépresseur. Avec le deuxième antidépresseur, on a un deuxième patient sur 3 qui va répondre. Fait qu'on on va, avec on est aux 2 tiers. On est aux 2 tiers qu'on va avoir été capable, finalement, d'améliorer. Avec le troisième essai antidépresseur, on améliore 5 à 6 % de plus de patients. Avec le quatrième, 5 à 6 %. Fait que là, c'est sûr que ça diminue. Le troisième, quatrième, cinquième essai. On est à 5-6 %. Il faut être patient, par exemple. Hein? C'est ça. Il faut être patient parce que c'est sûr que, comme tu disais, il y a des effets secondaires. C'est ça aussi. Des fois, tu fais 3 essais, mais ces 3 essais qui ne sont même pas efficaces pour la dépression, c'est juste que le patient ne les tolère pas pantoute. On est tombé sur les 3 qui ne toléraient pas, puis après ça... Mais c'était quand même peut-être la bonne affaire pour lui.
Ouais, mais il les tolère pas, fait que c'est pas possible de le prendre à long terme, Ouais, là, c'est pendant ça. 1 an, mettons, là, fait que c'est Mais ça. dans le sens que c'est peut-être la molécule qui aurait fait du bien à son cerveau si Peut-être son corps aussi, l'avait si dans son... absorbé Oui, c'est comme il ça, faut. c'est ça. Ouais, ouais. Fait que non, c'est quand même assez ardu, tu sais, pour les gens de faire les essais. Puis, tu sais, en plus, ben, l'antidépresseur ne fonctionne pas rapidement. Là, on sait maintenant qu'au bout de 2 semaines, normalement, tu devrais avoir une amélioration de 20% de ton état. Après 2 semaines, quand l'antidépresseur est rendu à la bonne dose, là, qui va être efficace. Là, OK. fait que souvent, ce qu'on suggère de faire, c'est qu'on fait compléter des auto-questionnaires pour la dépression, mettons comme avant de prendre l'antidépresseur. Puis au bout de 2 semaines, on fait compléter. Puis là, s'il n'y a pas d'amélioration du tout, ben là, on augmente la dose. T'sais. Puis là, à chaque fois, aux 2 semaines, on fait compléter les questionnaires. Puis là, c'est comme ça qu'on peut savoir s'il y a une amélioration de 20%, ou en tout cas. Mais souvent, les gens vont le sentir. Il y a comme une petite... tu sais, comme Bernard de Rome. Est-ce que tu connais Bernard de Rome? Tu es vraiment jeune, toi. C'est un annonceur de télé. Je me sens pas cultivée de dire non, mais je connais son nom. Mais tu sais, il disait, quand il faisait les soirées électorales, il disait si la tendance se maintient. Fait que tu sais, moi, c'est ça, je dis, si la tendance se maintient, il y a comme une tendance qui s'installe avec l'antidépresseur. Il y a une élévation de l'humeur. C'est ça. Fait que les patients vont le voir. Fait que, un médecin qui ne fera pas compléter d'auto-questionnaire, c'est pas un mauvais médecin. Là, mais vraiment aux 2 semaines. Puis, des fois, maintenant, parce que les médecins ne peuvent pas toujours voir les patients en 2 semaines. Fait que, des fois, je fais l'augmentation. Même pas de médecin de famille. Il y en a qui n'ont pas de médecin de famille, c'est ça. Fait que, moi, en Abitibi, écoute, on a le bonheur d'avoir des pharmaciens extraordinaires. Fait que, on peut faire une prescription, puis le patient peut être évalué, mais peut discuter avec son pharmacien pour voir, est-ce que j'ai une amélioration, est-ce que je devrais augmenter ma dose d'antidépresseur au bout de 2-3 semaines avec une prescription ouverte. Il peut se passer ce genre de choses. Ah, c'est bon, ça. Oui, c'est ça. Fait que pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille, ils peuvent avoir une consultation avec un médecin, commencer, faire le suivi avec le pharmacien. Oui, Okay. Si le médecin accepte de faire une prescription quand même assez ouverte, pour faire, mettons, un essai antidépresseur complet. Puis, l'autre chose aussi qu'on peut prévoir dans nos prescriptions, c'est que, si le patient ne tolère pas l'augmentation de la dose, on revient à la dose précédente. Parce que, des fois, on va vous dire, on augmente aux 2 semaines, mais, des fois, c'est trop rapide pour le patient, puis son corps ne le tolère pas, il y a trop d'effets secondaires, fait qu'il faut ralentir l'augmentation. Fait qu'il y a des façons, d'être un peu créatif dans nos prescriptions, justement, pour faciliter la vie des patients. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui prennent la médication que je leur prescris. Moi, je leur dis tout le temps, c'est vous autres qui apprenez la médication, donc c'est vous autres qui savez à quel rythme vous êtes capables, d'augmenter la dose. Oui, il y a comme une... C'est ça. Il y en a qui sont capables plus vite. C'est pas liberté, là, je veux pas dire ça, c'est une liberté encadrée, je dirais. Oui, c'est ça. Puis tient compte de la variabilité individuelle. Oui. Oui, puis je pense que c'est moins menaçant comme ça aussi pour le patient. Il y en a beaucoup qui sont pas pilules puis que ça leur prend tout, pour aller chercher ça, mais que c'est ça qui va faire la différence finalement. C'est ça. C'est bien. Puis l'autre chose aussi, c'est que, quand on fait les essais pharmacologiques, c'est le fun de faire un essai, mettons, avec un mécanisme, parce qu'il y a différents mécanismes. On ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens tombent en dépression majeure. On sait on a des hypothèses, qu'il y a des neurotransmetteurs, probablement, qui ne font pas leur travail, qui ne sont pas en quantité suffisante, ou dans différentes zones du cerveau. Il y a ça, mais ça doit être aussi, ça peut... Ouais. Ça peut provenir comme de l'extérieur, là, comme des situations... Mais l'extérieur, en fait, a un effet sur le fonctionnement du cerveau. Mais là, c'est ça j'allais dire. C'est-tu, comme tu peux avoir 2 personnes différentes qui vivent la même affaire, il y en a un qui va faire une dépression, puis pas l'autre. Ouais. Dépendamment de la fragilité, c'est ça. Celui qui va faire une dépression, il va se mettre en place un mécanisme, finalement, au niveau du cerveau, qui va faire que la maladie va se développer. Est-ce que ça va être un problème de transmission de la sérotonine, de la dopamine, de la norépinéphrine? Est-ce que ça va être une composante plus inflammatoire? Puis là, les hormones qu'elle vient de dire, c'est beaucoup les hormones de bonne humeur. De bonne humeur, c'est ça. Fait que, on a différentes hypothèses, puis on a différentes classes de médicaments qui vont cibler ces hormones-là, chacune de ces hormones-là. Fait que, comme toi, le premier antidépresseur que tu as pris, c'était un antidépresseur qui ne te convenait pas parce qu'il t'éteignait. Oui, c'est sûr que ton médecin de famille, quand il t'a vu, il t'a dit, là, cet antidépresseur-là, est-ce que tu l'as déjà pris, là, par exemple? Là, ou si tu l'avais suggéré, tu aurais dit, écoute, celui-là, il ne m'avait pas fait. C'est vrai ça qui est arrivé la 2e fois. Okay. C'est ça qu'il allait me prescrire au début. Puis c'est en plein ce que j'y ai dit. Je pense que c'était pas la... En tout cas, la première fois, là, ça a été c'est ça. Fait que tu vois, il est allé vers d'autres choses. Ouais. Puis, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Fait que, premier mécanisme, ça n'a pas vraiment bien fonctionné, on va vers un autre mécanisme d'action. Fait qu'on a différentes classes de médicaments. On a vraiment comme plein de possibles.
oui, on a beaucoup, beaucoup de possibilités quand même en traitement de la dépression majeure. Fait que c'est important. Moi, je trouve ça important que les gens le sachent pour qu'ils puissent bien prendre la décision en commun accord finalement avec leur médecin de famille. Là, aussi. Puis de savoir que faut pas perdre d'espoir après un essai. C'est ça. L'autre chose qui peut aider aussi, puis quand on parlait des antécédents psychiatriques familiaux, tu sais, des fois, quand il y a une molécule qui a bien fonctionné pour un membre de la famille, ben, des fois, ça a plus de chances de fonctionner avec quelqu'un de la même famille aussi. Fait que, tu sais, si ton frère a pris du Cymbalta, pour dire quelque chose, ou du Prozac, puis toi, tu fais une dépression majeure, ben, moi, en tout cas, c'est sûr que si tu me dis que ton frère a bien répondu à tel médicament, je vais être tentée de débuter ce médicament-là avec toi dans un premier temps. OK, tu peux avoir une réponse génétique. Puis tu m'amènes à une autre question. Y a-tu une augmentation, mettons qu'on enlève la COVID, là, t'es-tu au courant s'il y a une augmentation de la dépression, des cas de dépression avec les années? Tu sais, plus on est, plus la société devient automatisée, est-ce que plus les gens deviennent... Ça, j'ai pas assez de recul. Ben, peut-être que ça existe, mais tu sais, c'est sûr que j'ai regardé, mettons, avant la balado, là, puis c'est sûr, on était un peu dernière minute, fait que j'ai regardé un peu les chiffres par rapport à ça, par rapport à la prévalence, mettons, puis il y avait une étude québécoise là, par l'Institut national de santé publique entre 2000 et 2016 qui ne voyait pas de différence ou d'augmentation, finalement, de la prévalence de la dépression majeure, selon ce que j'ai compris. Donc, ça, c'était vraiment... Mais est-ce que c'est comme ça dans toutes les sociétés? Je ne le sais pas. Mais parce que, tu sais, je pense à mes parents c'est des fermiers, fait qu'ils ont eu un travail physique toute leur vie. Ouais. Puis ils n'ont pas eu des conditions faciles, là. C'était une ferme laitière. OK, mais avec l'industrialisation dans les 50 dernières années, on le sait, par exemple, qu'il y a une augmentation de la prévalence de la dépression majeure. OK. Puis ça, on le sait. OK. Ça, on le sait. Puis ce qu'on voit aussi, en lien avec la sédentarité ou... Écoute, les facteurs sont vraiment comme multiples. On ne sait pas trop, tu sais, peut-être la sédentarité, mais il y a aussi tous les phénomènes de pollution, toutes les modifications d'alimentation aussi. L'augmentation de la densité de la population, les infections, toutes ces choses-là. Mais il y a aussi un phénomène particulier qui se passe en fait en Amérique du Nord, c'est qu'il y a pour différentes pathologies, puis c'est pas juste en dépression majeure, il me semble en trouble bipolaire, en autisme, en schizophrénie. Par rapport à l'Europe, en fait, les maladies commencent plus tôt en âge. Ah ouais! Puis en Europe, tout est moins modifié, hein? Au niveau de l'alimentation, je parle, là. Oui, mais on se demandait aussi s'il n'y avait pas eu comme une sélection génétique des gens qui sont venus coloniser l'Amérique du Nord, puis que finalement, on a sélectionné une certaine population qui a fait une amplification génétique. OK. Puis que ça aurait mené finalement à des maladies qui débutaient plus tôt puis plus sévères aussi. Fait que ça, c'est une des hypothèses. Oui, il peut tellement avoir d'hypothèses. Ouais, tu sais, je pense aussi à... Ben là, ça, c'est mon hypothèse. j'ai pas lu ça nulle part. Mais... j'ai l'impression que plus ça va, plus on a des types d'emplois qui font que tu fais la même affaire toute la journée. Au lieu d'avoir quelque chose de varié. Tu sais, encore là, je pense à mes parents agriculteurs. OK, ils vont traire les vaches, ils vont donner du foin aux vaches, ils vont pelleter, ils vont nettoyer la cour, peu importe. Tu sais, ça fait beaucoup de tâches différentes à faire dans une même journée. Donc, le cerveau, il est stimulé de différentes façons, j'ai l'impression. Puis... c'est moins redondant. Oui, mais tu sais, je sais pas, moi je suis pas non plus très, très à jour là-dessus, mais tu sais, je lisais justement cette semaine qu'il allait avoir, tu sais, il y avait eu un projet pilote pour avoir un travailleur de rang au Témiscamingue, puis là, qu'il allait mettre des travailleurs de rang un peu partout. Tu sais, les gens du milieu agricole, je pense en ce moment, ils sont pas bien. C'est ça, hein, c'est ça mais... aussi. Fait que je me dis, mais ils sont peut-être pas nécessairement... ouais, c'est vrai. OK, là, c'est parce que je donnais l'exemple parce qu'on parlait d'hérédité, mais... Mes parents, c'est les personnes les plus résilientes que je connais. Là. Ils travaillaient 7 jours sur 7, c'était tout brisait tout le temps, c'est tout le temps de même sur une ferme, c'est des imprévus constamment, ils n'ont pas de vie sociale. Puis tu sais, je veux dire, t'as une entreprise en couple, fait que t'es tout le temps avec la même personne, ben, puis ils sont encore ensemble, puis ça va bien, là. Mais c'est tu sais, moi, je pense à ça, puis je serais en petite boule en train de pleurer, là, maintenant. Là. Mais pour ça, je me demande... Y a-t-il quelque chose qui a changé avec les années? C'est ça, mais ça serait intéressant de vérifier ça, tu sais, parce que est-ce qu'il y a plus de jeunes agriculteurs qui ont des difficultés finalement à gérer ou maintenant? Même dans le temps, tu sais. C'est ça, là, tu sais, j'ai pas de réponse, mais tu sais, je sais que ce milieu-là, finalement, a des fragilités, puis qu'on est porté à dire, ben écoute, là, oui, ils sont peut-être protégés parce qu'ils ont tellement... leur job fait tellement de sens, puis ils sont tellement...
parce qu'il y a un retour à la terre aussi, puis les gens veulent rapprocher les cultures des communautés, puis bon, mais c'est un dur métier quand même. Oui, c'est ça. Là, ça serait une autre question à Oui, explorer. on rencontrera un travailleur ouais. de rang à un moment donné. Mon voisin, Éric. J'en ai un voisin agriculteur. Je Pour sais vrai? pas. À Cloutier. Oui. Je sais pas comment il vit ça. Oui, puis on le mettra avec tes parents. On se fera une discussion avec tes parents, puis ton voisin. Puis, mon père, il va adorer ça parler. Ben, ça serait cool, hein? Ouais. Ça se peut qu'on n'entende pas les autres. Je t'ai presque posé toutes les questions que je voulais te poser. Mais ouais, c'est ça, il y a quelque chose sur quoi je voulais revenir. Tantôt, on parlait de régénérescence neuronale. Oui. Mais ce que je trouve intéressant en art-thérapie, mon art-thérapeute, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle a créé des... Ben, c'est pas elle qui le crée, c'est moi, là. Elle m'aide à créer des nouveaux chemins dans mon cerveau. Tu sais, elle explique ça comme si... dans une telle situation, je sais pas, là, exemple, je suis quelqu'un qui est très sensible aux autres. J'ai de la misère, à part dans mon travail, là, parce que là, j'ai appris comme à être professionnelle puis à être dans l'empathie. Mais normalement, des fois, je peux tomber beaucoup dans la sympathie. Fait que ça fait que je vis mes émotions puis les émotions de l'autre. Puis ça, c'est ça pèse dans la balance des choses qui me dépriment, là. Puis, mais j'ai tellement passé souvent par ce chemin-là dans mon cerveau. Elle dit, c'est une autoroute, là, tu sais. Puis elle dit, là, tu es en train de créer un petit sentier à côté. Puis à force de répéter, c'est comme l'entraînement physique, tu sais. Tu développes les muscles. Elle dit, à force de repasser dans ce cerveau-là par l'art-thérapie, par la méditation, par toutes tout ce que je change dans ma vie, ben l'autre, il va devenir un petit sentier. Il va être là encore, mais il va être beaucoup moins gros, puis tu vas avoir une nouvelle autoroute. Ben, c'est le rôle central de la psychothérapie, je pense, dans le traitement des troubles dépressifs, puis des autres troubles psychiatriques aussi. Là, fait que, c'est sûr que l'antidépresseur va amener une amélioration de la symptomatologie, mais les traits de personnalité, le tempérament, les fragilités, les patterns, les dynamiques que tu peux avoir dans tes relations, finalement, le médicament ne changera pas ça. Fait que cette fragilité va rester là si tu l'affrontes pas. Puis je pense que le premier travail que le patient a à faire, avec le thérapeute, c'est d'en prendre conscience. Ouais. C'est ça. Puis ça peut être un peu confrontant aussi, hein, de voir que... Faut que tu sois prêt, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, pendant... Puis là, c'est sûr que actuellement, la psychothérapie n'est pas tellement accessible dans le réseau public parce qu'il y a un manque de professionnels, puis je pense qu'ils ne sont pas suffisamment bien payés, puis il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller là. Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est qu'au public, mais ils sont assez restreints en termes de nombre de thérapies, de séances qu'ils peuvent avoir aussi. Tu sais, parce qu'il y a des patients, en fait, 12 séances, ils vont résister pendant toutes les séances, pas parce qu'ils ne veulent pas collaborer, là, mais parce qu'ils ne sont peut-être pas prêts, finalement, à voir leur dysfonctionnement relationnel, leurs problèmes d'estime, tout ça. Ça demande de l'énergie, là, d'être capable de voir c'est ça. Certaine humilité aussi. Puis, être capable de mettre son ego de côté. C'est ça, au niveau de l'ego. C'est pas pour rien que tu as développé ces mécanismes de défense-là. Ça t'a permis de rester debout là, pendant une bonne partie de ta vie. Là, puis là, on te dit, ben là, faut que tu arrêtes de faire ça. C'est plus bon, c'est ça. Fait que c'est pas évident non plus. Mais oui, moi, je pense que c'est central. Puis, faut vraiment pas le sous-estimer quand le patient est prêt. Puis, tu sais, ça peut être, pour des patients, ça peut être des années de psychothérapie aussi, dépendamment de la nature, des difficultés, puis en fait, pas juste la nature, mais tu sais, je voulais revenir sur l'enfance, là, parce que j'avais quelque chose qui me revenait comme un flash. Il disait que les enfants qui ont subi des traumatismes, de la maltraitance, des agressions, tout ça, c'est des gens, en fait, qui vont moins bien répondre aux traitements antidépresseurs aussi. Parce que ça a affecté leur développement, d'avoir subi. Fait que donc, quand on a des blessures qui sont anciennes comme ça, qui sont des séquelles qui persistent, ben, ça prend de la psychothérapie, finalement, à plus long terme. Parce que ce chemin-là, il a été trop pris dans ton cerveau. Oui, c'est ça. Puis oui, trop pris dans ton cerveau, puis t'avais comme pas personne non plus pour te guider à l'époque. Fait que, si les personnes qui sont supposées t'élever avaient eux-mêmes pas beaucoup de ressources, t'es un peu mal pris, puis là, bon, il est arrivé ce qui est arrivé, puis
tu as grandi avec eux, ben là, tu arrives à l'âge adulte, puis tu n'es pas tellement outillé. Là, au lieu de te développer dans une belle... On va reprendre les images de ferme, d'agriculture. Au lieu d'être dans une bonne terre qui est bien amendée, qui est bien aérée, avec plein d'engrais, ben, tu as poussé sur le bord de l'autoroute, là, puis dans c'est Gravel, triste là. parce que tu vois qu'il y a une grosse partie des troubles de santé mentale qui peuvent être dus à une enfance moins adéquate que tu as eue. Fait que tu l'as juste pas eu facile depuis le début. Non, c'est ça. Puis c'est là, tu sais, souvent, ben, c'est souvent les enfances difficiles, ben, ça va fragiliser les gens, puis ça va les prédisposer à développer des éléments, des troubles de personnalité, des personnalités dysfonctionnelles aussi, un peu, tu sais, des mécanismes de défense immatures. Fait que, tu sais, on est vraiment là-dedans. Puis, tu sais, c'est sûr que si ta personnalité est fragile, tes mécanismes de défense sont pas top, là, tu sais, pour gérer tes stress, ben c'est sûr que ça te fragilise plus aussi pour faire des épisodes dépressifs. Si tu te fais tapocher, puis tu reçois des coups à la tête, là, tu sais, ben là, ça te fait des traumatismes crâniens. Puis là, ça aussi, ça va te fragiliser pour faire des épisodes dépressifs. Là, on voit tous là, nos sportifs, là, footballeurs et compagnie, que longtemps, on a nié qu'il y avait des problématiques avec les traumatismes crâniens, mais que finalement... c'est pas beau, là. Ça crée des encéphalopathies, c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, puis là, maintenant, quand on voit... Quand tu dis encéphalopathie, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est ça. Hein? J'essaie de vulgariser un petit peu. Oui, ben, c'est des problématiques, en fait, des dommages au cerveau. Des dommages au cerveau, c'est ça. Qui sont chronicisés. Ben, tu sais, quand on voit le joueur du Canadien qui s'est fait ramasser, là, justement, il y a une couple de games là, dans les séries. Là, j'ai écouté la dernière, c'est tout. Oui, oui. mais dans les... Oui, c'est ça, mais il y en a un là, qui s'est fait ramasser par un de je ne sais pas trop quoi, de quelle équipe de Winnipeg. Là, puis écoute, on l'a tout vu tomber sur la glace, on l'a tout vu perdre connaissance tellement de traumatisme crânien. C'est vrai. Là, maintenant, on est bien éduqués par rapport à ça, puis on le sait, que les coups au cerveau, on veut les éviter. Puis dans le hockey mineur aussi, il y a des protocoles de TCC, traumatisme crânio-cérébral, en fait, pour les jeunes, quand ils subissent des traumatismes crâniens, justement pour maganer le cerveau, qui est un organe qui est vraiment hyper précieux. Oui, c'est vrai qu'on est de plus en plus sensibilisés à ça. Ouais. C'est une bonne chose. Oui, parce que ça arrive vite, hein, Guylaine? Qu'est-ce qui arrive? Une commotion. Oui. Mais oui, j'ai été victime moi-même d'une commotion. C'est un accident bête. Mais c'est ça, oui. Fait qu'il faut faire vraiment attention à notre cerveau. Fait qu'à quand, finalement, un psychiatre pour les Canadiens de Montréal? Ouais. Ils l'ont peut-être, leur psychiatre, par exemple, mais on ne sait pas c'est qui. On veut le savoir. Toi, as-tu fait des recherches pour savoir s'il y en avait un? Non, j'ai pas fait de recherche, bon, non. Mais s'il y a un auditeur qui le sait, on veut le savoir. On veut savoir, c'est ça. Ouais. Puis le préparateur mental aussi. Préparateur mental, oui, c'est ça. Qui est probablement pas un psychiatre, parce que c'est pas les psychiatres qui sont les meilleurs pour faire la préparation mentale. Non, d'ailleurs, tu sais, la dernière fois, j'ai expliqué c'était quoi la différence entre un kinésiologue, un physio, un chiro, puis tout ce qui existe. Dans les intervenants, je pense que les gens sont un peu mêlés là-dedans aussi, entre psychiatre, psychologue, psychothérapeute, travailleur social. Puis là, tu sais, même c'est rendu l'approche PNL, j'allais dire TPL. L'approche PNL est un peu moins connue, mais tu sais, sinon, dans les autres, es-tu capable un peu de faire la distinction? Des fois, moi-même, j'ai la difficulté à savoir qui fait quoi, là, parce que finalement... il manque tellement de monde que des fois, on se met vers des affaires qui sont dans d'autres champs d'expertise. Là, ou des fois, je me dis comme moi, là, en psychiatrie, ça fait 20 ans que je suis en Abitibi, j'ai jamais eu accès à un ergothérapeute pour un de mes patients. Ah ouais, il n'y en avait aucun disponible? Ben, il n'y en avait pas dans le département de psychiatrie. Non, il n'y avait pas d'ergothérapeute dans notre département. Les ergothérapeutes, ça aussi, c'est vague, là. Ça reste vague, c'est ça. Ben, je veux des patients qui ont fait de la réadaptation avec des ergots, mais ça reste quand même assez flou pour moi. Tu sais, c'est quand tu vas consulter un ergo, oui. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'ai vu, moi, pendant ma formation, par exemple, à l'hôpital de Drummondville, écoute, l'ergothérapeute, c'était vraiment un intervenant central au sein du département de psychiatrie. Puis il faisait de la psychothérapie énormément, tu sais, cet ergothérapeute-là. Puis c'était assez fabuleux ce qu'il faisait, tu sais. OK. Ouais, mais en fait, c'est ça. Tu sais, pour faire de la psychothérapie, maintenant, la pratique de la psychothérapie est encadrée au Québec. Fait que pour avoir un permis de psychothérapeute, il faut que tu prouves que tu as fait une formation en psychothérapie. Fait que tu peux être psychologue, psychiatre, médecin de famille, tu peux être ergothérapeute, travailleur social, psychoéducatrice, mais il faut que tu aies un certain nombre d'heures
de formation et de supervision en psychothérapie pour pouvoir avoir ton titre de psychothérapeute. Ben, puis il faut que tu sois membre. Y a-t-il un ordre des psychothérapeutes? Il n'y a pas un ordre des psychothérapeutes. Ben, en fait, il y a l'ordre des psychologues du Québec, puis c'est l'ordre des psychologues, en fait, qui gère le titre de psychothérapeute. Okay. Donc, est-ce que l'ordre des psychologues... Moi, c'est sûr que comme médecin psychiatre, moi, c'est via le Collège des médecins, moi, je dois faire 20 ou 25 heures de formation en psychothérapie par année, tu sais, pour pouvoir garder mon titre de psychothérapeute. Je connais pas pas les prérequis, là, mais les exigences en fait, pour les autres spécialités. Mais probablement que l'ordre des psychologues doit demander une preuve de supervision. Tu sais, je sais que j'avais déjà eu des demandes à un moment donné de la part d'autres professionnels de dire « Écoute, Guylaine, est-ce que tu peux me faire de la supervision, toi? » Mais je ne me sentais pas suffisamment compétente pour faire de la supervision de psychothérapie pour que l'autre personne obtienne un permis de psychothérapeute. Tu sais. Puis, en fait, je suis contente d'avoir refusé parce que je me rends compte en faisant moi-même des formations de psychothérapie beaucoup plus poussées que je rencontre, en fait, des psychothérapeutes qui sont extraordinaires et exceptionnels, puis que ça, c'est des vrais superviseurs de psychothérapie. Ça peut tellement aller loin. C'est ça. Puis, tu sais, en fait, tu parlais de PNL, bien ça, c'est une forme de psychothérapie. Il y a différentes approches. Il y a des approches, tu sais, toutes cognitivo-comportementales, donc la modification des pensées, qui amène une modification des émotions. Il y a aussi l'approche de la thérapie interpersonnelle. Il y a toutes les approches de thérapie plus psychanalytique, psychodynamique qui sont là aussi. Je sais que plein de mouvements. Cognitivo-comportemental de troisième vague. Ouais, ben là, c'est assez populaire en ce moment. Puis c'est ça qu'on utilise en douleur chronique, mais aussi en traitement de dépression, je crois. Là, moi, c'est un petit oui, en peu dépression majeure, tout à fait. Ben oui. C'est un petit peu ça l'approche que j'ai, je crois. Mon orthothérapeute me l'a jamais dit concrètement, mais moi, après avoir fait la formation sur les douleurs chroniques, je voyais des ressemblances là, d'observer ses pensées au lieu de se laisser envahir par l'émotion. Au lieu de faire j'ai mal, puis je parle de douleur émotive comme de douleur physique, c'est de faire comme j'observe que mon corps il a mal à ce moment-là. Mon corps il y a une sensation de douleur à ce moment-là. Mais tu sais, je veux pas aller dans les détails parce que je veux pas mal l'expliquer, là, mais il y a ça, il y a le observer ses pensées, il y a beaucoup la méditation pleine conscience aussi dans cette approche-là. Super efficace pour moi, en tout cas, autant pour mes douleurs chroniques, parce que j'ai des douleurs chroniques aussi. Autant pour ça que pour gérer mon anxiété, m'apaiser, aider au sommeil aussi. Souvent, c'est des gens comme mettons, comme, j'allais dire comme toi puis moi, tu sais. Je te mettrais peut-être pas dans le même panier, mais moi, en fait, je me rends compte que, tu sais, oui, on connaît différentes approches, tu sais, puis on va aller chercher certaines interventions, comme plus en cognitivo-comportemental, en interpersonnel, en psychodynamique, puis qu'on va avoir choisi puisqu'on va trouver que c'est aidant pour nos patients. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas se qualifier comme, mettons, moi, je suis une thérapeute. Non. Fait qu'on connaît un peu la théorie, ça, on fait des interventions, mais on n'est pas des puristes. C'est ça, fait que c'est plus des approches éclectiques. C'est ça. Je pense que c'est plus comme, exemple, t'es intervenante psychoéducatrice. C'est ça. T'as une personne X devant toi, bon, ben cette approche-là, pour certaines choses, tu as l'impression que ça va marcher avec, mais un autre type d'approche à un autre moment peut fonctionner comparativement aussi. À des gens, par exemple, qui vont être vraiment comme... qui vont avoir approfondi là-dedans, qui vont être capables de... Ils ont tout lu, tu sais, sur dans le domaine, puis ils vont te faire des analyses, finalement, en fonction de cette théorie-là. Mais souvent qui vont connaître les autres théories aussi autour. Là. Je m'aperçois de plus en plus en fréquentant des psychologues là, dans ma formation, à quel point finalement leur formation est tellement différente de la formation des médecins psychiatres, puis tellement plus poussée aussi dans certains domaines aussi. Là, c'est sûr que comme en psychiatrie, on a tout l'aspect médical de collaboration avec les autres collègues d'autres spécialités. Fait que la psychothérapie, la psychothérapie, c'est 50 minutes à toutes les semaines aussi, là, ou 2 semaines. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça? Des psychologues font ça.
Fait que tu veux dire, eux autres, ils font, eux autres, en fait, ils offrent ce traitement-là aux patients, tu sais. Ah, OK, C'est ça. Alors que, tu sais, des fois, nous autres, on fait une demi-heure au mois, le patient, tu sais. Fait que tu peux pas vraiment dire que tu fais une psychothérapie à ce moment, de cette façon-là. Ouais. Fait que je me rends compte, en fait, que... Ben, le psychologue, c'est beaucoup plus dans le counseling, dans la relation d'aide. Oui, Ben, tandis que vous autres, vous avez la relation d'aide, un petit peu moins, mais avec l'aspect médical. C'est plus concentré sur essayer de prescrire le bon médicament, puis mais une petite partie de relation d'aide aussi, puis de s'assurer en fait la personne ne souffre pas d'hypothyroïdie ou d'anémie, ou si elle n'a pas de médecin de famille, d'essayer de gérer ça un peu. Là, mais plus chimique. Ouais, c'est ça, plus physiologique. Alors que le psychologue, lui, il s'intéresse vraiment comme à la psyché, à l'individu, à la personnalité, au comportement, aux émotions. C'est ça, tu sais, puis il prend le temps de le faire aussi, puis il va plus en profondeur là, aussi. OK. Fait que la combinaison des deux, c'est vraiment intéressant. Oh, ouais, moi, c'est vraiment l'interdisciplinarité, là. Ouais. OK. Puis, y a-t-il quelque chose que l'entourage d'une personne qui est dépressive pourrait faire pour l'aider, finalement, là? Ben, en fait, moi, je pense que la plus grande aide, c'est vraiment de s'informer sur la dépression majeure. C'est quoi une dépression majeure? Puis de vraiment prendre conscience que c'est vraiment une vraie maladie. Parce qu'il y a des gens, parfois dans l'entourage, qui vont juste pas comprendre, puis culpabiliser. Être dans le jugement. Oui, dans le jugement, culpabiliser un peu plus. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que t'as pas le goût, puis tu viens jamais, tu sors jamais? Comment ça que t'as plus le goût de faire l'amour? Comment ça, tu sais, là, ils comprendront pas. Comment ça, je te l'ai dit 2 fois? Pourquoi je pense que des fois, c'est maladroit aussi, dans le sens que, étant une personne dans l'entourage de quelqu'un qui est dépressif, à quelque part, tu veux que la personne aille mieux, mais tu te sens tellement impuissant que tu fais toi-même de l'évitement. Non, en réalité, tu vas pas si mal que ça, puis tu banalises un petit peu. Tu veux pas le voir nécessairement, c'est ça. Puis moi, j'ai des patients, en fait, en dépression majeure, qui m'ont dit, moi, là, avant de faire une dépression majeure, là, j'avais tellement aucune idée de comment l'autre pouvait se sentir. Là. Ouais. Les capacités de... C'est pas juste d'empathie, c'est de se mettre dans la peau de l'autre, ou c'est peut-être, comme tu disais, de pas vouloir envisager que ça peut s'arriver à toi. Là. C'est une autre forme d'empathie, parce que je pense que... Personnellement, j'ai tout le temps été assez empathique envers les personnes qui allaient pas bien. Mm-hmm. Puis quand je l'ai vécu de l'intérieur, ben c'était comme une coche de plus, là. Je les comprenais, là. Sans dire qu'ils vivent exactement la même affaire que moi, là. Mais je peux comprendre le niveau d'inconfort. Tu sais jusqu'où ça peut aller, c'est ça. Mais tu sais, ça reste quand même abstrait. Tu sais, quelqu'un qui, je sais pas, moi, qui se fait amputer d'un membre, tu te dis, ah ben c'est plate, il va avoir de la douleur, il peut plus marcher comme avant, il y a une perte fonctionnelle, tu sais, au niveau de son image corporelle. Mais la dépression majeure, là, écoute, c'est vraiment difficile d'imaginer ce que ça peut faire quand tu n'as comme aucune idée. Là. Fait que c'est ça. Fait que vraiment comme de s'informer là-dessus. Puis tu sais, d'avoir le même réflexe aussi que quand, mettons, que tes proches ont une maladie grave, là, par exemple un cancer, ben là, des fois, tu vas te dire, ben écoute, je peux aller chez le médecin avec toi? J'aimerais ça savoir un peu c'est quoi, tu sais, puis c'est quel genre de cancer? T'as-tu des métastases? T'as-tu, bon, c'est quoi ton pronostic? C'est quoi le traitement? Fait que ça se fait, ça. Ça peut se faire aussi, ben oui. Tu pourrais avoir une cliente, exemple, qui dit mon chum va venir avec moi pour mieux comprendre qu'est-ce que je vis. Oui, c'est ça. Okay. En plein ça. C'est intéressant. Poser des questions, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il y a ça, il y a cet aspect-là. Puis l'autre chose aussi que je vois en dépression majeure, c'est que les gens ont tendance beaucoup à s'isoler, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas beaucoup de désir de voir des gens. Ils ont tendance à plus avoir de routine. Puis je pense que ça, c'est pas aidant. Fait que, tu sais, juste de trouver le bon dosage de « Ah, viens donc, on va aller prendre un café quelque part, on va aller prendre une marche » ou, tu sais, pas trop tirer, tu sais, mais juste s'assurer finalement qu'on garde un minimum de structure dans la vie. Tu sais, je disais qu'il y avait une de mes collègues à Montréal, le Dr Cyr, elle, qui demande à ses patients de faire du bénévolat, même si ils sont en dépression majeure, de se trouver un sens, de voir des gens. Puis souvent, en fait, puis c'est drôle parce que dans la pandémie, on l'a vraiment beaucoup vu, les gens se sont beaucoup isolés, on n'avait pas le choix, il fallait isoler. Puis il y a des gens qui ont développé des symptômes dépressifs dans ce contexte-là. Mm-hmm. Puis quand ils ont recommencé à voir du monde, même avec un masque, là, vraiment, ça a eu un effet positif sur leur humeur. Fait que de voir des gens, on est tellement des êtres sociaux. Des bêtes sociales. Oui, on est fait pour ça. Ouais. Puis au niveau de... Tu parlais de s'isoler.
Je pense qu'il y a peut-être une fausse croyance que quelqu'un qui est en dépression doit beaucoup Se reposer, dormir, se dormir, reposer, oui. alors que ce que j'ai appris dernièrement en écoutant Guillaume Dulude, Mhm. qu'on voit de plus en plus Oui, partout. puis qu'on salue. Oui, je le trouve super bon puis super intéressant. Il disait que pour se reposer, en réalité, c'est pas d'être passif, c'est de faire autre chose pour reposer la partie de ton cerveau qui est fatiguée pendant que tu t'occupes une autre partie de ton cerveau, finalement. Ouais. Fait que de faire de l'exercice, il y a aussi cette partie-là. Il y a des gens qui se tournent vers l'art, souvent aussi. Oui, c'est ça. Ils reconnectent avec des gens qui dessinaient. J'arrête pas de plugger l'exercice, mais il y a plein d'autres affaires. Oui, c'est ça aussi. Ouais, que je joue du piano quand je joue plus. Fait que finalement, souvent, quand les gens développent un épisode dépressif, il faut se poser la question, il y a une perte d'équilibre à quelque part. Ouais. Une perte d'équilibre qui est là depuis longtemps. Fait que c'est sûr qu'il faut remettre les choses en place. Il faut dire, écoute, je fais quoi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Si tu fais pas ces changements-là, tu vas passer à ton deuxième épisode dépressif assez rapidement. Mm-hmm. Même si ces changements-là peuvent amener des effets indésirables, on n'a pas le choix de passer par là des fois quand c'est pour ta santé mentale. C'est ça. Fait que les gens sont pas prêts. Ouais. Pendant leur premier épisode dépressif. Puis c'est correct, mais on les accompagne éventuellement pour leur deuxième. Ouais, parce que ça peut être... tu sais, moi, quelqu'un m'aurait dit... Là, c'est parce que mes études, ils terminaient à un moment donné, là. Mais quelqu'un m'aurait dit, tu sais, arrête temporairement, là, le temps de... Fais ton bac en 2 parties ou quelque chose comme ça. Oublie ça, là, moi, j'étais pas prête à entendre ça, fait que je l'ai fait jusqu'au bout, mais heureusement, ça finissait à un moment donné. Mais effectivement, là, ça aurait été plus simple pour mon cerveau, peut-être, de faire quelque chose comme ça. Peut-être que ta dépression aurait pu aussi s'intensifier, peut-être que à un moment donné, tu aurais même pu été capable d'étudier pour tes examens, peut-être que tu serais mis à couler des cours. Si la dépression s'était intensifiée, ça aurait pu aller jusqu'à ce point-là aussi. Oui, c'est ça. Moi, je pense à des gens en médecine, ça leur est arrivé aussi. À la fin, honnêtement, là, il me restait juste mon stage 3 à faire, puis j'étais tombée sur un projet que je pensais pas que c'était qu'est-ce que c'était. Puis c'était vraiment plate. Finalement, c'était encore une affaire de j'étais assis devant mon ordi à préparer des affaires que j'avais l'impression que la prof, elle voulait juste pas le faire, fait qu'elle avait créé un stage avec ça. Puis j'ai rien appris là-dedans. Puis pour vrai, là, autant que j'étais une bonne élève puis que je voulais performer, j'ai dit à Mané, qu'est-ce que je peux faire pour juste avoir 60%? J'étais curée, je peux plus. Là. J'ai pleuré dans son bureau. Puis, ce qui te ressemblait vraiment pas. Là. Vraiment pas. Puis tu sais, c'est ça. Ça a tout pris mon courage pour que je fasse ça parce que c'était rendu... Il fallait que je fasse ça pour ma santé mentale. Puis malheureusement, j'ai pas eu une prof très empathique à ce moment-là. Mais j'ai fini par le finir, mon stage, mais de peine et de misère. Là, il fallait que ça finisse. Là. OK. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des sujets que j'avais en tête. Tu sais, c'était beaucoup aujourd'hui approche psychiatre. Tu sais, on a beaucoup parlé au niveau... je peux pas parler de rien d'autre, je connais rien d'autre. Non, mais c'est juste pour dire qu'on pourrait... dans un autre épisode, avoir le même sujet, mais avec une psychologue ou un autre type d'intervenante, puis ça pourrait donner complètement d'autres choses, puis être aussi intéressant. Mais moi, j'ai trouvé ça, j'ai appris plein d'affaires là, en parlant avec toi. Oui, puis ça a été le fun de pouvoir illustrer finalement mon propos avec ton exemple aussi de ton vécu. C'est ça ce que tu avais vécu, tu sais. Puis je pense que ça a comme... c'est ça. Ça va avoir l'effet de déstigmatiser un peu, là. Oui, oui, puis, tu sais, je pense que le message que j'aurais à dire, c'est de garder espoir, même quand tu penses qu'il n'y en a plus, il y a encore des ressources que tu peux aller chercher, puis ça peut commencer par demander à un ami de t'aider dans ton... ou quelqu'un de ta famille dans ton... tu sais, la première fois que j'ai été consultée, je me souviens, il y a une amie qui m'a accompagnée à aller prendre mon rendez-vous parce que juste ça peut être vraiment pénible. Là, même si c'est rien, là, c'est juste un appel, c'est rien. Mais ton cerveau ne fonctionne plus. Là, non, c'est tellement menaçant. Mais c'est ça, tu sais, d'y aller avec le plus facile que tu es capable, qui peut être le début de quelque chose, tu sais. Puis qui peut finalement tout faire la différence. Puis pareil pour les... Tu sais, on dit que les médicaments, c'est pas parce que le premier n'a pas fonctionné que le deuxième ne sera pas le bon ou le troisième. Les intervenants, c'est la même affaire. C'est pas parce que tu es allé en thérapie une fois que tu n'as pas filé l'intervenant. Ça peut être
il y a le titre, tu sais, l'approche, Ouais. mais il y a la personne aussi. Ça se peut que ça clique pas, c'est un être humain pareil, Ouais, puis ouais. c'est comme une chemise, ça se magasine. C'est ça, oui. Ouais. Puis souvent, par exemple, tu sais, moi, je dis toujours à mes patients de parler de la relation avec leur thérapeute, le nouveau thérapeute qu'ils vont rencontrer, parce que c'est ça qu'il faut qu'il soit mis en place dès le début de la thérapie. Moi, je pense que si le thérapeute ne l'aborde pas directement avec le patient, si par exemple le patient dit écoute, moi je me sens pas bien, je trouve que le thérapeute n'est pas accueillant, d'en parler, là, puis de se laisser un 4 à 5 rencontres. Idéalement, il faut que le thérapeute s'aperçoive, contribue à mettre en place la relation thérapeutique, mais il y a toutes sortes d'approches aussi. Donc, c'est d'être. C'est ça. C'est d'être. En fait, c'est ça, tu t'en vas là pour mettre ton cœur sur la table dans la psychothérapie aussi. Faut que tu te sentes en confiance. Il n'y a pas de mauvaise question non plus. Il n'y a pas de mauvais sujet à aborder non plus. Puis il faut que ça se passe là. Si ça se passe pas, tu vas le savoir en 4-5 rencontres. Puis après ça, là, tu iras voir quelqu'un d'autre à ce moment-là. C'est ça. Ben oui, c'est vrai, mon orthothérapeute, c'est ça qu'elle a fait. Dès la première rencontre d'évaluation, elle me dit. Tu sais, on va s'en reparler si quelqu'un rencontre. Je me rappelle plus c'était quoi le chiffre, là, mais elle dit d'ici, mettons, 5 rencontres, voir si tu veux. Dans certaines approches, en fait, le thérapeute doit aussi se faire une idée sur est-ce qu'il va être capable d'aider ce patient-là, puis est-ce qu'il va aimer travailler avec son patient aussi. Puis si c'est pas le cas, ben s'il est professionnel, il va te référer. Il va suggérer quelqu'un d'autre, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment comme un travail, il y a une réciprocité là-dedans aussi. Là. Ouais. Puis souvent, moi c'est arrivé, j'ai eu des amis dans mon entourage qui n'osaient pas aller consulter parce qu'ils se disaient, des gars surtout, tu sais, c'est plus tabou du côté masculin. Mais des gars qui me disaient, mais on dirait, je sais pas ce que je vais lui dire. Mais pose-toi pas de questions. Vas-y, la personne là, qui va être là, qui va te recevoir dans son bureau, est habituée, elle sait quoi te dire, elle sait quoi faire. Puis ça fait probablement partie de son problème de ne pas savoir quoi dire. Ben, c'est ça. De ne pas savoir quoi aborder. T'es déjà en train de te juger. T'es déjà en train de juger sa performance. Oui, c'est ça. T'es pas en performance, tu vas chercher de l'aide. C'est un apprentissage, finalement. Oui, exactement. Puis le thérapeute peut expliquer aussi, ben regarde, ça se passe de telle façon. Tu peux arriver et tu dis, écoute, moi je sais pas partout, qu'est-ce que c'est la psychothérapie, là, je sais pas comment me comporter. Le thérapeute est là aussi pour dire un peu c'est quoi les règles du jeu. Ben, puis de toute façon, ton thérapeute, il est là pour accueillir comme acter. Là. Oui, c'est ça. Oui. Puis pour terminer, c'est quoi les ressources? Mettons quelqu'un qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas beaucoup d'argent. Quand je dis assurance pour aller consulter. Oui, je comprends. Oui. Assurance professionnelle. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, en fait, là, la porte d'entrée, actuellement, pour recevoir des soins, c'est le médecin. Okay. Un médecin. T'sais. Fait que si t'as pas de médecin de famille... Ben, ça va pas bien. Ben, dans le sens où tu vas aller à l'urgence. OK, fait que tu vas à l'urgence. Tu peux toujours aller à l'urgence, mais tu peux te présenter au CLSC aussi. En fait, il y a l'accueil, là, je ne sais plus comment ils appellent ça au CLSC maintenant, mais il y a un accueil psychosocial qui est là aussi. Okay. Il va y avoir des intervenants, travailleurs sociaux, psychoéducatrices qui peuvent évaluer, peuvent rencontrer, évaluer le problème, puis référer aux bonnes personnes. T'sais. Fait que les gens pourraient quand même en venir à rencontrer un médecin psychiatre. Ils sont sur une liste? Ils peuvent être sur une liste, oui, c'est ça, dépendamment de leurs besoins. Fait que si, mettons, lors d'évaluation, en fait, ces évaluations-là, je pense, faut pas que je me trompe, mais habituellement, sont revues avec un médecin ou un médecin psychiatre, là, avec ou le gestionnaire du département, c'est revu. Fait qu'on sait qu'il y a des gens, mettons, qui répondent à tel critère, il faudrait qu'ils soient vus par un médecin psychiatre, ils vont être mis sur une liste, ils vont être priorisés selon le niveau aussi d'intensité des symptômes, la présence d'idées suicidaires. Puis il y a des gens qui, des fois, on va dire, ben, écoute, ils traversent juste une crise de vie, pas nécessaire de faire voir par un médecin. Ça peut être un suivi en travail social, ça peut être un suivi pour le deuil, ça peut être différentes choses. Fait qu'il y a des services qui peuvent leur être proposés de cette façon-là. Puis, pour vrai, là, même s'il y a une liste, ça se peut que tu sois pris pendant des années avec ton problème. Fait que mets-toi sur la liste. Oui, c'est ça. Puis, mets-toi sur la liste. Puis, tu sais, l'autre chose, c'est que même s'il y a comme une limite pour le nombre de séances de psychothérapie maintenant, je sais que si on a besoin de dépasser les séances, on peut demander des autorisations. En fait, c'est le thérapeute qui demande des autorisations, tu sais, dans le réseau public, disant, est-ce que je peux prolonger le suivi? Il y a des patients, en fait, qu'on sait qui vont avoir besoin des suivis à long terme. Puis c'est encore considéré la possibilité de le faire aussi. Ouais.
Puis pour ceux qui ont moyennement d'argent aussi, tu sais, je comprends, là, il y en a que c'est vraiment, vraiment serré, puis que là, c'est vraiment la liste, puis c'est comme le seul recours. Il y a des ressources communautaires aussi, hein. Ça, on les oublie des fois, les ressources communautaires, mais tu sais, comme, mettons, à Rouen, il y a l'organisme communautaire Le Pont, fait que tu peux te présenter là, tu vas être rencontré aussi par un intervenant, puis qui peut t'offrir des suivis aussi. Ça peut être des suivis en individuel. Pour la dépression, Le Pont, ça marche? Oui, aussi. Oui. OK. Oui. Fait que dans le communautaire, c'est ça. Puis, dépendamment de la problématique, si c'est quelqu'un, mettons, qui est en dépression majeure, mais qui vit une problématique de violence conjugale, peut aller au centre entre femmes. Fait qu'il y a différents organismes communautaires aussi qui peuvent être des portes d'entrée. Quelqu'un qui est en dépression majeure, puis qui a un problème d'itinérance, c'est quoi la ressource en itinérance? Déjà, j'oublie le nom, à Rouen. La Maison du Soleil Levant. OK. C'est ça. Fait qu'il y a différentes ressources comme ça. Il y a les travailleurs de rue aussi qui sont là. Moi, c'est vrai. Les travailleurs de rue, comment tu les rejoins? C'est comme... ils sont dans la rue. C'est ça, hein? Ils sont dans la rue. C'est pas évident parce que eux autres, ils veulent pas que... Mettons, toi, tu vas consulter un travailleur de rue, il a l'air un peu de la même affaire que tout le monde. C'est ça. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui va... Tu sais, souvent, c'est des gens qui sont hypersociales. C'est des gens qui ont une formation psychosociale de base aussi. Fait qu'ils peuvent se mettre à jaser avec toi, puis parce que tu as l'air à pas filer, parce que, tu sais, puis ils vont peut-être te proposer quelque chose aussi. Ils peuvent aller visiter les gens chez eux. Fait qu'il y a toutes sortes d'entourloupettes qui peuvent être faites. OK. Il y a quand même plus de possibilités. Puis, tu sais, moi, je pense pour vrai qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient aller dans le privé puis qui veulent pas dépenser. Tu sais, honnêtement, là, j'ai jamais eu beaucoup d'argent. Là. Je conduis une Civic 2003. J'habite dans un petit appartement à 500$, tout fourni par mois. Je vis pas dans le luxe, mais c'est ton bonheur, c'est ta santé mentale. Il n'y a rien qui... Moi, j'ai tout le temps allé dans le privé, là. J'ai tout le temps passé par le privé, puis ça a été... Tu sais, c'est une dépense que j'ai... À un moment donné, c'était à chaque semaine, là, c'était aux 2 semaines. Puis oui, c'est des frais, mais c'est l'argent que j'ai le mieux investi dans toute ma vie. C'est ça. Mais tu sais, si tu avais eu une thérapeute, finalement, qui n'était pas... c'est ça. Siri qui veut nous parler encore. Si tu avais une thérapeute, je sais pas, tu sais, avec qui ça n'avait pas cliqué, que ça n'aurait pas nécessairement bien avancé, tu n'aurais peut-être pas voulu investir cet argent-là aussi. Fait que, tu sais, je pense que les gens... Aussi, des fois, il faut qu'ils se laissent la chance d'évaluer comment ça va se passer aussi. T'sais. Fait que oui, je pense qu'il y a comme inévitablement, il faut que tu te payes quelques séances avant de prendre ta décision si tu continues pas. Puis, ça fait partie du risque. Oui, puis les thérapeutes le savent aussi. T'sais, même si une psychothérapie, c'est 50 minutes à toutes les semaines, les thérapeutes, ils savent là, que les gens n'ont pas nécessairement les sous pour le faire, puis ils vont s'ajuster, puis ils vont accepter de suivre aux 2 semaines ou 3 semaines. Ils sont capables de jouer. Il y a même des gens, en fait, même qui... Moi, j'ai vu des thérapeutes ici, là, qui ajustaient leurs tarifs aussi pour certaines clientèles. Ah, ouais, aussi, OK. Ah oui, il y a des... Okay. Oui. Bon. Fait qu'il y a quand même plusieurs ressources possibles. Oui, je pense à la ressource aussi, tu sais, si, mettons, les gens ont des symptômes dépressifs en lien avec l'emploi, avec l'orientation professionnelle. Il y a Vision Travail aussi, qui est une ressource. Il y a le Centre local d'emploi aussi qui peuvent mettre en contact des ressources aussi. Ah ouais, OK, je savais pas. Oui, il y a quand même plusieurs portes d'entrée. Tu sais, les gens, par exemple, qui étudient à Polymétier ou au Centre Élisabeth Bruyère aussi. Il y a des, des travailleurs sociaux qui sont là. Ils peuvent avoir des services. Souvent, sur place, il y a un travailleur social, c'est gratuit. Il y a des services psychosociaux, c'est ça aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même des portes. Il faut les connaître. Des fois, on oublie certaines portes. Tu sais, comme là, il y a quelqu'un, en fait, qui est aidé par l'Office des personnes handicapées aussi. Fait qu'elle est allée là, la personne, puis elle reçoit quand même des services. Les gens sont dadons. T'sais, les intervenants sont quand même dadons, puis ils essayent. Oui, évidemment. C'est ça. Ils ont quand même le but d'aider les gens. Puis il y a toujours quand même les députés. Les députés? En fait, pour aller parler de la difficulté, il y a des gens qui n'arrivent pas là, à avoir des soins. Fait que, là, à un moment donné, on s'est rendu compte que les gens refusaient d'avoir de la radiothérapie. En fait, notre pourcentage de gens qui avaient le cancer avait moins accès à la radiothérapie parce qu'ils refusaient parce que c'était à l'extérieur de la région. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir notre centre de radiothérapie. Fait que, si on dit à un moment donné, écoutez, nous autres, on a des soins psychiatriques en Abitibi, ne sont pas suffisants pour notre population. S'ils réalisent qu'il y a plein de personnes qui vont les voir pour un même problème, là, ils vont peut-être... c'est ça. Il faut sensibiliser nos députés aussi à cette problématique-là. Aussi, je pense. C'est une problématique comme une autre. Là, on parle beaucoup de la rupture de service en obstétrique au Témiscamingue. Puis c'est très, très, très valable. Mais en psychiatrie, on en parle moins. Mais on est en grande pénurie de médecins psychiatres. On se fie beaucoup sur des dépanneurs. On n'en entend pas beaucoup parler.
Fait que moi, je pense que c'est une problématique qui mérite d'être un peu plus clairement. Oui, vraiment. entendue. Parce que, tu sais, dans le meilleur des mondes, ça serait bien même de consulter en prévention. Parce que c'est pas, tu sais, c'est... Ben c'est ça, les gens, souvent qui sont en psychothérapie, ils disent, écoute, tout le monde devrait avoir une psychothérapie. C'est ça, s'offrir le privilège d'avoir quelqu'un à qui parler, puis de ne pas être dans le jugement. Oui, c'est ça, c'est un espace de réflexion. C'est ça. Puis c'est des réflexions que tu dois mener. Tu sais, c'est rare des gens qui peuvent s'asseoir 50 minutes puis réfléchir. Oui. Tu fais pas ça dans ta vie, là. Non, c'est ça, à moins que tu sois quelqu'un de vraiment... c'est important pour toi. Oui, puis très autodidacte, puis que tu le fais, mais tu sais, de poursuivre une réflexion, puis d'une semaine à l'autre, ou d'un mois à l'autre, de le faire. Écoute, c'est un espace qui est vraiment précieux, puis tu sais, pour développer ça, moi, je pense que soit qu'il y a quelqu'un qui va te le transmettre, dans ta vie, des parents, des êtres une introspection, Une introspection, c'est ça, mais tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose de facile à développer non plus. Ben non, encore moins quand ton cerveau il est stimulé partout autour de toi, puis que tu as un téléphone 24 heures sur toi et que tu peux regarder. C'est ça, fait que c'est facile de faire l'évitement à ce moment-là. Exactement. Ouais. Donc, t'avais-tu des questions, toi, pour terminer, ou autre chose? Là, tu sais, on n'a pas parlé des traitements de neurostimulation, mais ça va être un autre sujet éventuellement. Mais des traitements rapides, là, par exemple à la kétamine, intraveineuse, puis intranasale. Mais tu sais, oui, il y a comme, écoute, c'est tout un monde. Hein, ben, puis moi, j'aimerais ça aussi, à un moment donné, qu'on ait un épisode sur les... Je cherche comment le dire, parce que là, tu allais avoir de la formation sur des... C'est quoi? C'est des champignons? C'est ça. Moi, j'aimerais ça de me former en psychothérapie assistée par la psilocybine. En fait, c'est le fameux champignon magique. La drogue, là. Oui, c'est ça. Le moche. Pris en grosse quantité. Non, c'est pris en... non, mais la drogue est prise en grosse quantité, mais le traitement antidépresseur va être pris en petite quantité. OK. Les auditeurs, petite quantité, prescrit. Oui, ça va être prescrit. Puis en fait, la psychothérapie assistée, ça va être 2 psychothérapeutes par patient. Ah, OK. Parce que le patient va être très vulnérable là-dessus. Oh, OK. Oui, c'est ça. C'est pas 1 à 1. À cause du risque de devenir accro? Non, d'abus. Non, mais tu sais, si par exemple, c'est 1 à 1 avec un patient qui est rendu vulnérable par la prise de cette substance-là, le thérapeute pourrait abuser du patient. Fait qu'on met 2 thérapeutes pour être sûr que le patient est en sécurité. Ah, ouais, OK. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Okay. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Fait que là, il y a un protocole de recherche qui commence justement à Toronto avec Dr. Roger McIntyre. Il y a un idole à Guylaine, je pense. Oui, c'est ça, le Dr. Rosenblatt. Puis là, justement, eux autres... un humain marquant? Ben, j'ai jamais rencontré, tu sais, j'ai jamais parlé. Okay. Mais là, en fait, ils cherchent 14 psychothérapeutes. Il faut appliquer d'ici le 11 juillet. Il y a une formation à Toronto. Mais tu sais, c'est pour un protocole de recherche. Je vais appliquer. Ça va tout se faire en anglais, cette affaire-là. Mais il y a un centre probablement à Montréal qui pourrait recruter des patients. Ça va être la seule façon au Canada, finalement, d'avoir accès à cette substance-là parce qu'elle va être sous protocole de recherche. Étudier sous protocole de recherche. Sinon, en fait, il y a l'Association américaine de psychédélique, en fait, quelque chose comme ça, là, qui est une association quand même assez sérieuse, là. Puis je sais qu'il y a des formations pour devenir psychothérapeute, pour faire la psychothérapie assistée par psilocybine, mais ils font ça au Costa Rica. OK. Mais ça aussi. Mais c'est sûr que là, on va avoir un médicament qui va fonctionner selon les mêmes principes là, neurochimiques que la psilocybine qui va sortir d'ici la fin 2021. Okay. Fait que ce ne sera pas le champignon magique qu'on va faire prendre aux patients quand on va donner le médicament. Mais là, dans le protocole de recherche, ça va être le champignon magique. OK. Ah, ben c'est vraiment intéressant. Oui, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec un sujet comme ça. Éventuellement aussi, d'avoir un patient qui a vécu l'expérience de prendre la eskétamine intranasale, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi. Tout à fait. Dans cette expérience-là. Ouais. Bon, ben j'espère que les auditeurs, vous avez apprécié tout ce contenu. Oui, c'est ça, c'est beaucoup de contenu, hein? Oui, ben puis tu sais, là, c'est un épisode, on est dans du sérieux. Là. Oui, c'est ça. C'est un sujet qui est assez lourd, mais que je pense que c'est important qu'on parle. Il va y avoir d'autres épisodes plus funny, plus joyeux. Oui, puis je pense que c'est ça, Jim Poutine, hein? C'est un... Oui, là, on est plus dans la partie, oui, c'est ça. Là, on est dans la partie plus gym. Oui. La poutine sera pour la prochaine fois. Brain gym. Yeah.
Donc, Guylaine, merci d'avoir été là. J'ai trouvé ça Jacinthe. super intéressant, Ouais. puis ça m'a fait plaisir Même de si ça parler. fait 3 heures qu'on en Ouais, parle. c'est ça. Les 3 fois, c'était vraiment intéressant. Oui, Mais- ben écoute, on abordait des choses différentes à chaque fois. Ben Fait oui, je que, suis contente qu'on n'ait pas redit mot pour mot comme un robot tout ce Non, qu'on non, a non. dit la première fois. Fait que, ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Ben Puis, oui, prenez soin de vous, prenez oui. soin de vos têtes, puis c'est la meilleure chose dans quoi vous pouvez investir votre santé mentale et physique. Bye! Bye bye!